Alors, est-ce qu'il y a des gens? Ouais. Je suis président d'une entreprise sociale qui s'appelle POP, qui regroupe plusieurs activités autour des questions d'innovation sociale par le numérique, une école, Pop School, une structure de design et de projet politique publique qui s'appelle Pop-Up, une initiative de café de médiation numérique qui s'appelle Pop Café, on a un petit peu testé là dans le petit café qui est en bas. Et POP est par ailleurs porteur des assembleurs, qui est le hub numérique inclusif des Hauts-de-France. Les hubs numériques inclusifs étant des structures qui ont été initiées par l'État et la Caisse des dépôts il y a 1 an maintenant pour faire converger les politiques publiques en matière d'inclusion numérique pour accélérer ce qui se fait sur les territoires en faveur de l'inclusion numérique. Moi, ce que je propose ce matin, c'est de vous présenter un peu, après 1 an de fonctionnement de ce hub numérique inclusif, les réflexions que ça nous a amenées et surtout la vision qu'on porte collectivement les assembleurs. Donc, quand je dis les assembleurs, c'est POP, mais c'est aussi la région de France, c'est aussi la DRJSCS, la Direction régionale jeunesse et sport et cohésion sociale, qui n'existe plus trop, ils sont en train de se réorganiser dans l'État. Mais il y a une structure qui va toujours exister qui s'appelle le CILAB, qui est un laboratoire d'innovation publique, qui est notre partenaire sur ce projet-là. Et puis un ensemble d'autres acteurs qui se sont impliqués également dans le projet. Et au moment où les questions d'inclusion numérique sont vraiment particulièrement d'actualité dans le cadre de la crise sanitaire, du plan de relance, qui a vraiment montré l'ampleur du besoin. On a souvent considéré que le besoin d'inclusion numérique concernait les gens les plus éloignés. Excusez-moi, je retire un peu le masque. Au moment où donc il y a la crise sanitaire et le plan de relance, on voit qu'il y a vraiment on a un moment clé pour l'inclusion numérique, et donc nous on a ressenti le besoin de redéfinir un peu ce vers quoi va le secteur dans les prochaines années. Alors, premier élément, c'est cette question des enjeux. Comme je disais rapidement, on a longtemps assimilé la question de l'inclusion numérique à l'inclusion d'une frange de 13 à 20% de la population, selon les études, considérée comme étant en situation d'exclusion numérique, on parle parfois de fracture numérique. Ça, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui cache beaucoup de choses. Le terme de fracture, il est relativement inapproprié pour décrire finalement ce qui se passe en termes d'appropriation du numérique. Il peut laisser entendre qu'il y a des gens qui sont dedans, des gens qui ne sont pas dedans. Et ce qu'on a notamment vu avec le confinement, c'est qu'un grand nombre d'acteurs du territoire ont besoin d'une meilleure appropriation du numérique, se sentent comme étant, ne faisant pas forcément partie d'une société numérique en train de se construire, bloquent sur des démarches, ont besoin de compétences. Alors ça a été le cas pour des parents d'élèves qui se sont trouvés un peu en difficulté pour accompagner leurs enfants sur la continuité pédagogique. Ça a été le cas de salariés qui ont dû télétravailler et qui ça s'est révélé être une galère, mais c'est le cas aussi de commerçants de proximité qui se sont rendus compte à l'occasion du confinement qu'ils maîtrisaient très mal le numérique, ça les bloquait dans leurs activités quotidiennes et qu'ils devaient fermer la boutique, alors que ceux qui avaient une maîtrise du numérique pouvaient continuer leur activité. Et donc aujourd'hui, on considère qu'il y a vraiment 2 enjeux à articuler. Un enjeu d'urgence sociale pour ce public en inclusion, mais aussi un enjeu vraiment de transformation sociétale et qui concerne l'ensemble des publics. On peut passer, Séverine, à la diapo suivante. Donc je reviendrai sur la question des publics. Ces différents publics ont 4 types de besoins. Un besoin évident, quand on parle d'inclusion numérique, on parle souvent d'accès aux démarches, accès aux droits. On est plutôt là dans la partie tout à l'heure, la flèche vers le haut, qui est une flèche de rattrapage, d'action sociale, hein, plutôt que la flèche horizontale qui était plutôt une flèche d'évolution sociétale. C'est encore aujourd'hui compliqué d'aller
faire une carte grise en ligne, déclarer sa situation sur Pôle emploi, etc. Et il y a un grand nombre de gens qui ont besoin d'être aidés dans ces démarches. Mais là aussi, c'est vrai pour les habitants, mais c'est vrai aussi pour les acteurs économiques, c'est vrai pour les acteurs associatifs, c'est vrai même pour une partie des acteurs publics, qui, d'un côté, l'acteur public en général est plutôt un dématérialisateur. Et en bout de chaîne, on a des gens comme les secrétaires de mairie, par exemple, qui se retrouvent à devoir gérer cette dématérialisation qui est souvent pensée par l'État central ou par des opérateurs de services publics, et qui se retrouvent en grande difficulté finalement pour amener cette évolution numérique sur le territoire. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien identifié quand on parle d'inclusion de médiation numérique, et à tel point qu'aujourd'hui, quand on parle inclusion numérique, il y a beaucoup de gens qui vont penser à ça, qui ne vont pas forcément beaucoup penser au reste. Deuxième volet, c'est la montée en compétences. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment de maîtriser le numérique, les outils, la culture numérique, avec un enjeu de montée en compétences personnelles et professionnelles. Autant la question des démarches, on n'est pas tellement sur des questions de culture, on est vraiment sur des questions d'accès au droit et simplement de revenir à un niveau, le niveau normal, disons, de citoyenneté numérique pour accéder à des services publics. Là, on est vraiment sur un enjeu d'amener des gens à trouver leur place dans une société numérique en train de se construire. Avec toute la difficulté, du coup, on est vraiment sur un enjeu culturel. Les publics les plus éloignés du numérique sont aussi des publics éloignés socialement, à qui on a quand même bien fait comprendre que le problème, c'est plutôt eux, hein, c'est pas tellement la dématérialisation, c'est pas tellement l'accélération de la société numérique, c'est eux qui ne comprennent pas, c'est eux qui ne sont pas dans le flux, ils ne sont pas dans la vision d'une Startup Nation, d'un numérique conquérant comme ça qui va transformer et aller vers un monde meilleur. Et eux ne se retrouvent pas forcément dans cette évolution de société. Donc, il y a un gros enjeu à faire comprendre ce qu'est le numérique et à amener chacun à trouver sa place dans cette société numérique, avec une attention à porter sur le fait de ne pas être dans l'injonction. L'enjeu de la médiation numérique n'est pas de dire vous devez vous inscrire dans cette société numérique, mais c'est de dire voilà ce que c'est aujourd'hui la société numérique et on vous explique ce que c'est pour que vous puissiez trouver votre juste place et en faire quelque chose qui soit pour vous émancipateur, capacitant et non pas quelque chose que vous subissez. Et ça va jusqu'à, parce qu'on a noté les questions de compétences personnelles mais aussi professionnelles, ça va jusqu'à des questions de amener des gens qui sont au départ plutôt liés du numérique vers des métiers du numérique. Et je pense que l'exemple d'Emmanuel, ça illustre bien ça. Ensuite, on a la question de l'accès aux équipements. Alors ça, c'est un volet de l'inclusion numérique qu'on a longtemps mis de côté en se disant, dans les années, l'inclusion numérique, la médiation numérique, ça date de 20 ans maintenant à peu près. Les premières mesures, ça a été à peu près en 2000. Au début, c'était très donner accès à l'équipement, parce que l'équipement était rare, cher, etc. Depuis à peu près 5-10 ans, on se dit, bon, finalement, il n'y a plus vraiment de problème, tout le monde a un smartphone, l'accès au matériel est plus facile, etc. Et là aussi, la crise sanitaire a remis l'accent là-dessus. Certes, il y a aujourd'hui plus de 80% des foyers qui sont équipés d'un ordinateur, mais aujourd'hui, avoir un ordinateur à la maison quand il y a 3 ou 4 enfants scolarisés et 2 parents qui télétravaillent, ça ne fonctionne plus du tout. Donc, les besoins ont aussi considérablement augmenté. Et là, il y a plein de solutions à trouver, d'avoir du matériel ou de l'accès à Internet partagé, de faire du prêt, de la mutualisation, mais au-delà de ça, de donner accès aussi du matériel, faire des tests, des démos, permettre de l'achat groupé, enfin, le réemploi de matériel informatique. Il y a énormément de pistes à creuser autour de cette question de l'équipement. Et enfin, quelque chose qui est un petit peu nouveau, qu'on essaie nous de pousser aux assembleurs, c'est cette question un peu du numérique du quotidien à travers des services un peu sur étagère. C'est-à-dire que là, dans la partie des démarches, on est quand même beaucoup sur l'accès des services publics. La compétence, c'est on amène des gens à acquérir des compétences pour être autonomes, mais il y a aussi des gens qui ont besoin simplement d'être aidés sur le fait de mettre une annonce en ligne, de prendre un rendez-vous chez le médecin, de s'inscrire à une formation, d'imprimer un document, des besoins qui peuvent paraître un peu triviaux, mais qui, pour une partie des usagers, représentent des vrais points de blocage. Et aujourd'hui, leur dire attends, on va vous expliquer comment ça marche, inscrivez-vous à un cycle de montée en compétences pour que vous sachiez le faire, c'est très bien, mais il faut aussi répondre à un premier niveau d'urgence.
et aussi avoir une approche un peu plus servicielle de la médiation numérique. Ça ne va pas simplement dire bon, vous n'avez pas assez de compétences, on va vous faire monter en compétences, mais vous avez un besoin, on est là pour répondre à votre besoin, sans préjuger de l'envie ou du besoin de la personne de monter en compétences, et en étant sur une logique très solution, qui si on ne prenait que la partie solution, serait un petit peu limitée, mais l'entrée solution plus l'entrée montée en compétences semble aujourd'hui assez intéressant. On peut passer à la diapositive suivante. Je vais être plus rapide. Donc, là, sur les publics concernés par l'inclusion numérique, encore une fois, on a longtemps considéré que c'était principalement les habitants. Aujourd'hui, on réaffirme vraiment que c'est les habitants, mais aussi les professionnels, notamment le tissu économique de proximité qui fait partie du territoire et qui aujourd'hui souffre quand même pas mal avec le numérique, avec quand même des gros enjeux d'économie locale, de services apportés aux habitants, etc., qui renvoient à des enjeux sociétaux vraiment très importants, hein, est-ce que l'économie numérique de demain, ce sera Amazon, Google et Apple, ou est-ce que ce sera aussi les acteurs économiques du territoire. Donc, il y a un enjeu pas simplement économique, mais aussi d'aménagement du territoire et de services apportés aux habitants qui est très important derrière. Accompagner les acteurs éducatifs, associatifs, culturels, dont une partie sont encore assez éloignés des usages du numérique, et accompagner les acteurs publics. Aujourd'hui, l'inclusion numérique souffre, comme beaucoup de secteurs d'action publique, d'une forme de cloisonnement, de silotage, qui fait que il y a des gens qui font des ateliers pour les professionnels, par exemple les chambres consulaires. Il y a des acteurs comme le Centre national de formation de la fonction publique territoriale qui forment les acteurs publics. Il y a quelques solutions dans le monde éducatif, pas beaucoup, quand même. Des structures comme Canopé, par exemple, qui accompagnent les acteurs éducatifs. Mais tout ça est extrêmement cloisonné. Donc, sur un territoire donné, les différents acteurs doivent s'adresser à différents guichets, ont différents lieux, différents dispositifs de médiation. Et ce qui est compliqué en termes de visibilité, et ce qui du coup ne renforce pas du tout en fait les acteurs de médiation, puisque chaque acteur reste cantonné dans son petit domaine d'activité. Si on passe à la diapo suivante, nous on imagine du coup de nouveaux modes d'organisation de la médiation numérique sur les territoires, consistant à distinguer beaucoup plus clairement les lieux et les opérateurs de médiation. Exactement sur la base de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de dire si on veut avoir des opérateurs qui s'adressent à ces différents publics, ces médiateurs-là sont sans doute pas dans un lieu unique sur le territoire, ils doivent aller au-devant des publics. Parce que ça révèle aussi une autre grosse limite des activités de médiation numérique aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans ces lieux de médiation, c'est souvent très intéressant, les gens en sortent contents, ils ont développé de nouvelles compétences, etc. Mais on ne regarde pas assez, en fait, tous les gens qui ne viennent pas dans les lieux. Et pourquoi ces gens ne viennent pas dans les lieux? Et aujourd'hui, on constate quand même que pas mal de lieux de médiation numérique sont relativement stigmatisants. C'est-à-dire que quand on franchit la porte d'un lieu de médiation numérique, c'est qu'on a déjà intégré le fait qu'on avait un besoin, qu'on allait aller dans une structure qui va nous aider. C'est reconnaître une forme de difficulté qu'on a vers le numérique. Et beaucoup de gens ne font pas forcément ce constat-là, ou pas forcément ce cheminement-là. Quand bien même ils ont ce cheminement-là, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans un lieu qui est quand même relativement connoté haine. On se dit que ça peut être intéressant d'aller vers les publics, aux endroits où ils sont. Alors on a mis quelques exemples, on pourrait démultiplier cette typologie des lieux, un tiers-lieu, une EHPAD, un marché, une maison de quartier, une maison France Service, etc. etc. Si on parle d'accompagner les commerçants, ça peut être aller chez un commerçant dans une union commerciale. Si on parle d'accompagner les acteurs éducatifs, ça peut être aller dans un lycée, un collège ou une école. Et du coup, les médiateurs, qu'on a qualifié là d'opérateurs de médiation, leur rôle, c'est plutôt d'aller se déplacer sur le territoire. Alors ça, du coup, ça amène, si on peut passer à la diapo suivante, ça amène à repréciser un peu les différentes fonctions, différents rôles, différents métiers dans l'inclusion numérique aujourd'hui. Il y a d'une part une fonction qu'on appelle aidant numérique. Donc, aidants numériques, ce sont généralement des gens qui ont un rôle social, ils sont travailleurs sociaux ou
agents France Service dans les maisons France Service ou les espaces France Service, donc un rôle social ou administratif. Et dans un contexte de numérisation de ces démarches administratives, ils vont apporter une aide de premier niveau, ils vont aider à identifier un besoin, mais ce n'est pas forcément eux qui vont faire tout le travail de montée en compétences. Hein, c'est une assistante sociale, c'est un agent Pôle emploi ou CAF, c'est des gens dont les compétences et la fonction et le métier n'est pas forcément de résoudre la question de la montée en compétences, mais c'est sans doute d'aider à un premier niveau et d'orienter, et de dire il y a des médiateurs numériques, il y a des solutions de médiation et d'ouvrir la porte vers ça. Ensuite, il y a le médiateur numérique qui a vraiment un rôle d'interface avec ce monde numérique, de la montée en compétences, d'accompagnement vers l'autonomie, qui lui aussi peut, quand les besoins finalement sont plutôt d'ordre social ou administratif, renvoyer sur un aidant numérique, et qui par défaut est plutôt dans cette logique de mobilité et d'aller vers des lieux où sont les publics. Et enfin, une fonction qu'on a appelée la facilitatrice ou animatrice de lieu, ou animateur de lieu, on a essayé de diversifier dans ce petit schéma, qui consiste à être plutôt dans cette posture qu'on a décrite là, être plutôt dans une logique de comptoir ou de guichet. C'est un peu ce qu'on propose dans le Pop Café. Ce n'est pas une posture qui va permettre d'accompagner une montée en compétences de long terme, de faire une série de 5 ou 10 ateliers de 2 heures pour résoudre des enjeux de montée en compétences, mais c'est un rôle d'accueil de premier niveau, d'orientation vers, par exemple, l'accès à l'équipement, vers des services, et c'est aussi le rôle un peu des médiateurs sédentaires dans des lieux. C'est-à-dire que, on peut passer à la diapo suivante, ce sera la dernière. Derrière tout ça, il y a vraiment une logique. Ce sera l'avant-dernière. C'est celle-là, non, c'est bon. La dernière, ça sera de thérapie. On est vraiment dans une logique de changement de modèle, en fait, d'aller de lieux de médiation numérique monofonction vers une programmation territorialisée sur un territoire. Et donc, de faire des lieux de médiation aujourd'hui où on a souvent un médiateur dans un lieu, dans un dispositif souvent piloté par un acteur public. Nous, on en accompagne beaucoup de ces lieux-là et on voit quand même pas mal de médiateurs en souffrance. Ce n'est pas le cas de tous les lieux de médiation numérique. Il y en a où ça fonctionne très très bien. Il y a des lieux qui ont déjà tout à fait compris ça, qui sont déjà complètement dans cette évolution-là. Mais on a encore une fraction significative de lieux, notamment gérés par des collectivités, où le médiateur est un peu enfermé dans son lieu. L'offre de médiation du lieu est limitée par les compétences du médiateur, qui ne peut pas forcément tout faire dans l'éventail des actions de médiation numérique qu'on décrivait tout à l'heure. Il y a quand même peu de médiateurs qui arrivent à tout proposer. Et aujourd'hui, ces médiateurs sont un peu enfermés dans des lieux. L'idée, c'est de dire faire des lieux de médiation existants de vrais lieux, renforcer leur rôle de lieu. Et donc les lieux qu'on appelait des espaces publics numériques, des cyberbases, qui renvoyaient vraiment à des définitions qui signifiaient que ce lieu, on n'y faisait que ça. Vers de vrais lieux et des lieux avec du numérique dedans, mais pas forcément des lieux dont l'ensemble de la définition tienne dans le fait de dire c'est un lieu où on va faire de la médiation numérique, et donc qui ne repose pas uniquement sur une activité de médiation. Et on se rend compte aussi que les lieux de médiation qui fonctionnent bien, c'est finalement des lieux qui ne sont pas que des lieux de médiation, c'est aussi des lieux de socialisation, c'est aussi des lieux de co-construction de projets collectifs sur le territoire, etc. Donc ça, c'est un peu la définition d'un tiers-lieu. Donc il y a une part des lieux de médiation qui évoluent vers des tiers-lieux, et nous on pousse à cette évolution-là, d'où l'articulation aussi qu'il peut y avoir entre un dispositif comme les assembleurs et un dispositif comme la compagnie. Il y a aussi des lieux qui peuvent devenir s'assumer comme de simples lieux d'accueil d'activités de médiation numérique. Donc là, on n'est plus sur des lieux au sens fort, on est simplement sur une salle où vient se faire des activités une fois de temps en temps. Et aujourd'hui, il y a une bonne partie des lieux de médiation. Là, on a travaillé sur une grosse comité d'agglo. On voit bien qu'il y a au moins la moitié des lieux qui sont dans cette typologie-là. C'est des lieux qui ne sont pas identifiés par le public, qui ne sont pas des lieux de passage. Mais c'est très bien pour aller dire 2 fois par semaine, on va faire un atelier là et inviter du public qu'on aura touché autrement dans ces lieux. Ça peut être avoir un stand sur un marché, ça peut être dans un EHPAD, ça peut être aller dans un café, ça peut être dans un hall de mairie, etc. Faire des médiateurs, de vrais opérateurs de médiation mobile, en les regroupant dans des équipes de travail qui vont au-devant des publics et qui, du coup, disposent de compétences variées parce qu'on aura mis 5, 10, 15 médiateurs ensemble
et que c'est cette équipe de médiation qui va alimenter en fait les programmes de médiation des différents lieux. Et enfin, assembler tout ça dans une programmation territorialisée, alors à différentes échelles. Parfois, ça peut être la commune, ça peut être l'intercommunalité, ça peut être un pôle métropolitain, selon la dynamique territoriale qui va porter ça. Dans une logique de programmation saisonnière, un peu comme une programmation culturelle, hein, faire en sorte que la programmation de la médiation numérique ressemble plus à la programmation de la condition publique qu'on a là, un petit programme plutôt attractif et engageant et permettant de passer à l'action, qui aura fait l'objet d'un co-design avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui s'adressent aux différents publics et qui surtout soit communiqué largement. Donc, on passe en gros d'une logique de faire de la médiation numérique, c'est sur un territoire donné, avoir plein de petits lieux qui ne font quasiment que de la médiation numérique et qui souvent fonctionnent sans beaucoup de coordination, vers une logique où on coordonne tout ça avec une programmation unique et avec des médiateurs qui ont une capacité à tourner au sein de différents lieux. Alors, évidemment, cette vision-là, elle est tout sauf normative et elle est tout sauf un schéma unique dans lequel on souhaite que les lieux les acteurs de médiation numérique s'inscrivent. Elle vise plutôt à définir une vision souhaitable compte tenu des retours d'expérience qu'on a sur ce qui se fait aujourd'hui dans la médiation, compte tenu de l'envie des différents acteurs du secteur. Aujourd'hui, il y a déjà pas mal de territoires qui sont dans cette logique-là. Il y en a qui le font de manière un peu moins organisée. Cette idée d'avoir des médiateurs qui sortent de leur lieu et qui deviennent mobiles, c'est quelque chose qui est en train de se faire quand même pas mal à plein de niveaux différents. Voilà. Et peut-être dernier point, mais je ne vais pas tout entrer dans le détail parce que je vais être un peu long, sur la dernière diapo, expliquer en 2 mots ce que font les assembleurs dans tout ça. Donc, je disais tout à l'heure, le rôle des assembleurs, c'est faire converger les politiques publiques, mais aussi impliquer les acteurs privés. Et du coup, nous, en mobilisant des financements publics, on accompagne les territoires, les lieux, les opérateurs dans leur stratégie, on forme les différents acteurs de la chaîne, on anime des communautés, on mutualise des moyens. Là, on est en train de travailler sur des équipements mobiles qui permettent d'outiller ces médiateurs qui vont aller sortir de leur lieu pour aller faire des ateliers nomades. Et un travail de communication, de plaidoyer, de communication sur le secteur, avec un enjeu à la fois de reconnaissance d'un secteur qui est parfois pas toujours très visible et pas toujours très valorisé. Mais communiquer sur la médiation numérique, c'est aussi dans bien des cas déjà faire de la médiation numérique. Quand on va expliquer la transformation numérique du territoire en train de se faire, c'est déjà faire une forme de médiation. Donc là, on est en train de réfléchir à monter une forme de média de la médiation numérique sur la région. Je m'arrêterai là et on peut poursuivre si vous avez des questions maintenant, après. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, ici ou en vidéo? Oui, bonjour, c'est Christine. Ah, j'attendais, je vais remettre la vidéo. C'est Christine Ifog, oui, donc du coup, là, j'ai parfaitement bien entendu et vu les slides. Par contre, je n'ai pas vu qui parlait et je n'ai pas bien compris le début. Du coup, parce que je n'ai pas le programme sous les yeux. Là, Emmanuel Mandam, du hub. Ah, c'est Emmanuel, d'accord. Merci. Est-ce que tu peux nous donner un exemple sur un territoire que tu considérais comme intéressant où il y a cette programmation territorialisée avec des médiateurs qui ont, j'imagine, des statuts différents, des métiers différents? Alors, là, je pense à 2-3 territoires. Il y a Saint-Quentin, il y a le Pays de Mormal, il y a la Sambre-Avesnois, par exemple, qui sont avec des histoires, des dynamiques différentes, mais qui évoluent vraiment vers ça. Saint-Quentin, c'est très public, c'est l'agglo, la ville, qui ont remis à plat la question de la médiation numérique et qui sont arrivés exactement à cette conclusion-là, cette organisation-là. Ils ont sorti les médiateurs des lieux. Ils ont du coup multiplié le nombre de lieux, parce que comme les lieux peuvent être des lieux, disons, de faible intensité, on va juste venir faire un atelier une fois de temps en temps. Les lieux ne se définissent plus comme est-ce que le lieu est équipé, il se définit plutôt comme est-ce que c'est un lieu dans lequel il y a du public qu'on veut toucher. Donc, si on change comme ça de vision sur les lieux, on peut dire qu'on peut vraiment revoir les lieux où se fait de la médiation de manière différente. Et certains des lieux de médiation numérique existants, ils ont vraiment fait évoluer dans des lieux
beaucoup plus ouvert, avec plus de fonctions. Alors forcément, pas tous les lieux, parce que là, je ne sais plus combien il y avait de lieux sur ce territoire-là, il y en a 6 ou 7. Sur un territoire comme Saint-Quentin, on ne va pas forcément faire 6 ou 7 tiers-lieux, mais il y en a peut-être 2 ou 3, et certains qui combinent un peu le côté, disons, tiers-lieu numérique et tiers-lieu de transformation écologique. Enfin, un autre qui va plutôt être sur un positionnement numérique et éducation, par exemple. Voilà. Alors, on n'est pas encore tout à fait là dans l'évolution de ce territoire, mais en tout cas, le shift s'est fait, quoi, et on a changé de modèle. Une petite communauté de communes comme Mormal, donc là à Landrecy, au Quesnoy et à Bavé. Ils ont réorganisé, enfin, la collectivité a vraiment décidé de faire dans ces 3 villes, 3 pôles, disons, du territoire, un vrai tiers-lieu, et de réorganiser la médiation numérique en allant la faire dans ces tiers-lieux et en s'appuyant non plus sur les médiateurs de la collectivité, mais sur des opérateurs privés, donc une association qui s'appelle, je ne sais plus son nom, j'ai retrouvé, Les Parasites, qui est une association qui fait de l'animation numérique. Ils vont leur confier des ateliers de médiation, les financer pour faire ça. Sur un autre territoire, c'est encore un autre opérateur, je ne sais plus lequel. Dans un autre territoire, c'est un centre social. Voilà, donc, et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça fait monter en compétence un centre social qui faisait déjà des activités de médiation, ça fonctionnait bien dans son lieu. Alors, on renforce cette compétence-là, on l'amène à sortir de son lieu, et du coup, à faire monter en fait en compétence. Donc, l'idée du schéma, c'est vraiment on gagne sur les 2 tableaux. On renforce le lieu comme lieu et on renforce l'opérateur comme opérateur. Et on a des opérateurs vraiment opérateurs, des lieux vraiment lieux. Plutôt que d'être sur quelque chose où un lieu de médiation numérique aujourd'hui, c'est pas vraiment un lieu au sens très fort. C'est pas, il n'y a pas une forte identité, il n'y a pas forcément une communauté autour de ce lieu, etc. Et puis, ce qui s'y fait en médiation, encore une fois, c'est limité par ce que fait un médiateur. Donc, ça a quand même beaucoup moins de richesse qu'une équipe de médiation. Et en plus, on répond aussi, dans cette logique-là, à ce qui est aujourd'hui quand même une vraie souffrance d'une part des médiateurs, c'est que les médiateurs sont quand même un peu enfermés dans leur lieu. Ils ont très peu de... C'est une situation typique que nous rencontrons à l'Assemblée, c'est des collectivités qui nous demandent d'accompagner leur réseau de médiateurs. On fait une réunion avec 20 médiateurs sur une communauté d'agglo de 200 000 habitants avec une vingtaine de lieux. Et autour de la table, les 20 médiateurs disent « mais on ne s'est jamais vu. Les 10 ans qu'on travaille à 500 mètres l'un de l'autre, ou 1 kilomètre l'un de l'autre, on ne s'est jamais rencontrés, pas une seule fois en 10 ans. » Parce que la politique publique était conçue comme ça, en disant on va mettre des gens dans des lieux, et puis ça va se faire. Et ça leur ouvre vraiment les horizons, en fait, de dire maintenant on fait partie d'une équipe, on peut s'échanger. Enfin, voilà, c'est une situation de travail radicalement différente. Et autre exemple, c'est autour de Maubeuge, où là c'est un opérateur privé qui s'appelle Efficience, qui a développé plein de projets et qui du coup est en train de monter en compétences et commence, par exemple avec le réseau local des centres sociaux, à aller proposer des ateliers qui complètent l'offre des centres sociaux. Par exemple, des centres sociaux qui étaient bons sur le côté accompagnement en démarche, mais peut-être un peu moins bons sur le fait d'aller faire des ateliers de sensibilisation à la fabrication numérique, eux apportent cette compétence-là en plus. Donc ça permet de diversifier l'offre de médiation que faisait un acteur local comme un centre social. Merci. Une question peut-être, si c'est possible. Il y a quelqu'un qui vient poser une question et après ce sera à toi, Christine. D'accord. Bonjour. Vous parliez de gouvernance juste avant, donc les comités. Qui organise cette gouvernance? C'est plutôt le territoire ou c'est plutôt les assembleurs? Alors, nous, on accompagne et on aide, et notre but est de monter une gouvernance la plus robuste possible et la plus légitime. Donc, l'acteur public, il a l'avantage de la légitimité, mais si une gouvernance qui reposerait uniquement sur les acteurs publics, c'est pas forcément ce qui est le plus durable. Donc, on essaie d'avoir des logiques de gouvernance locale qui soient multi-parties prenantes. Aujourd'hui, les parties prenantes de la médiation numérique, c'est les acteurs publics, mais c'est aussi des acteurs privés dont on parlait, les représentants des associations de commerçants, par exemple, une maison des assos, le réseau local de l'ESS, enfin, tous ces acteurs-là qui ont une vocation à participer à cette logique-là. Et quand on parle de gouvernance, on essaie de l'orienter de manière très pragmatique aussi. En gros, cette gouvernance, elle doit
amené à travailler sur une programmation. Et la programmation reflète une stratégie, mais il y a plus d'enjeux de produire collectivement une programmation qui tienne bien la route que de réfléchir longtemps à une stratégie. Aujourd'hui, la stratégie d'inclusion numérique, elle est assez évidente parce qu'il y a des besoins assez énormes. Donc la question est vraiment plutôt de comment on fait. Et voilà, derrière l'enjeu de gouvernance, il y a aussi un enjeu de créer un objet commun pour que différentes parties prenantes convergent et travaillent ensemble sur cet objet commun. Et d'amener chacun à reconnaître que faire de l'aviation numérique sur un territoire, c'est en bonne partie l'affaire de l'acteur public, mais pas que. Donc, et donc nous, on joue plutôt un rôle de tiers, en fait. On a un rôle de tiers qui peut créer la confiance entre différents réseaux d'acteurs, des acteurs de nature différente. Un acteur tiers qui coordonne et qui organise. C'est plus dans le. Oui, c'est ça, voilà, mais qui est plutôt en soutien. Nous, le but, c'est quand on aide un territoire à définir une stratégie, à monter une gouvernance, c'est plutôt qu'après, ce soit autoporteur et que voilà, et nous, on y participe s'il y a besoin de garder ce rôle de tiers, mais on n'a pas vocation à être dans la gouvernance opérationnelle. Et ça se décline sur toute la France. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est, nous, on est hub numérique inclusif Hauts-de-France, et il y a en France, il y a 10 hubs en France métropolitaine, plus un hub ultramarin. Toutes les régions ne sont pas couvertes. Par exemple, le Grand Est et la Normandie ne sont pas couverts aujourd'hui. Donc, il y a une deuxième vague de hubs qui devrait pas mettre de poids à ces régions-là. Voilà, nous, on travaille pas mal avec le hub Auvergne-Rhône-Alpes, avec le hub Aquitaine, parce qu'on est sur des tailles de régions similaires et on a à peu près la même philosophie d'action. Voilà. Mais après, il y a des hubs qui, dans certains territoires, ont des actions très différentes parce que le contexte territorial est différent. Voilà. Ici, en Hauts-de-France, on est comme sur une région où il y a une culture assez forte de collaboration entre acteurs publics qui n'est vraiment pas sur d'autres territoires. Ça n'a pas été très long pour mettre autour de la table la région, l'État, les départements, les principales intercommunalités, des services déconcentrés de l'État. C'est fait assez spontanément. Il y a des régions où, par exemple, là, le conseil régional ne s'empare absolument pas de ces questions-là et n'est pas du tout facilitant. On a une région où ça a avancé plus vite que dans d'autres régions grâce à ce contexte-là. Merci beaucoup. Christine, tu avais une question ou une remarque? Oui, c'était une question par rapport à la place dans toute cette panoplie d'outils, la place de la fabrication numérique, de l'apprentissage de la fabrication numérique par rapport au thème, la insertion et montée en compétences. Donc, bon, je pose la question parce que je suis sur un autre projet de recherche parmi les quelques-uns que j'ai, qui privilégie cette entrée des Fab Labs, pour faire simple. Et il me semble que j'avais vu que le titre c'était Insertion et Fab Lab, non, de l'atelier, ou je me trompe, d'atelier, mais enfin, ça reste très intéressant tout ce que j'ai entendu, il n'y a pas de problème. Et donc, par rapport à remplir des formulaires administratifs ou faire du covoiturage ou autre que j'ai pu voir sur une des diapos, quelle est la partie fabrication, do it yourself, Repair Café ou autre là-dedans, comme outil d'insertion, comme outil de montée en compétences et d'autonomisation des personnes? Dans le schéma, c'est complètement intégré. Hein. On avait mis comme référence visuelle sur le côté montée en compétences une petite imprimante 3D pour donner cet exemple-là d'une montée en compétence dans un secteur qui est sur un sujet qui est assez loin des démarches administratives. Et dans la partie service aussi, on réfléchit beaucoup à pouvoir apporter des services très pratiques autour de la fabrication numérique, de l'éco-vinyle, plus dans l'univers Fab Lab. Donc, oui, pour moi, ça fait complètement partie de l'éventail en fait des outils, des domaines d'action numériques. Peut-être une question en complément, Emmanuel, c'est du coup quelle définition vous donnez de l'insertion en fait? Comment vous apprenez dans ton schéma cette question-là? Oui, effectivement, moi je trouve que ce qui est intéressant avec la fabrication numérique, c'est que ça permet de changer radicalement d'univers par rapport à l'entrée de démarche, etc., qui est souvent l'entrée première des lieux de médiation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un domaine où on a des logiques d'acquisition de compétences,
des rapports au savoir qui sont très différents de ce que plein de gens ont appris dans leur parcours scolaire. Donc, ça peut être un très bon moyen de rassurer sur une capacité d'acquisition de compétences, de formaliser la capacitation, voilà, des gens qui sont accompagnés. Et puis, je pense que c'est aussi sur le volet service. Encore une fois, il y a vraiment plein de services très pratico-pratiques à amener aussi autour de ça, qui permet peut-être des fois de sortir d'une petite limite qu'il peut y avoir des fois sur le côté intégration de la fabrication numérique dans les lieux de médiation. Ce qui s'est passé à un moment dans les lieux de médiation, c'est on a acheté une imprimante 3D, on a fait 3-4 ateliers, puis elle est dans un coin et on ne s'en sert plus beaucoup. C'est un peu classique, on sait qu'elle est là, mais elle fait un peu partie du paysage. Donc si on veut que ça serve vraiment, il faut aussi que ça soit connecté à de vrais besoins. C'est très bien la fabrication numérique, un peu comme prétexte et support à une montée en compétences, un développement de la capacitation et lancer une dynamique de monter en compétences et d'avoir un sujet sur lequel quelqu'un peut se dire « Ah oui, ça, ok, j'ai bien compris ça dans le numérique. » Et donc, du coup, finalement, le numérique, c'est peut-être pas… Si j'arrive à comprendre comment marche une imprimante 3D, il y a plein de choses que je vais réussir à faire. C'est aussi beaucoup des questions de représentation de soi par rapport à l'univers numérique. Et si on peut, en plus, faire ça dans un lieu où les machines tournent vraiment, c'est encore mieux. Voilà. Mais ça, c'est un peu l'histoire de la famille. Ok. Oui, je vous propose de te donner la parole, Emmanuel. Avec plaisir. Donc, pardon, je retire un peu le masque 5 minutes, je vais remettre un peu. Effectivement, je m'appelle Emmanuel Le Tourneux. Je vais vous raconter une histoire, mais on va rentrer dans les mêmes sujets par la petite porte et en mode hacker institutionnel, pour donner juste un exemple très limité, tout petit, mais qui va un peu faire bouger les mêmes notions et aborder les mêmes problématiques. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis le cofondateur et le dirigeant d'une petite structure qui est plutôt, qui n'est pas spécialisée dans le numérique au départ, mais qui est plutôt spécialisée dans l'innovation participative. Et donc, dans l'idée que les citoyens peuvent être des ressources mobilisables pour faire bouger des choses. Et comme j'ai créé cette structure il y a quand même assez longtemps, c'était en 2010, à une époque où tout ce qui paraît évident aujourd'hui, le design de service, toutes ces choses-là, ça n'existait pas du tout. Et bien, historiquement, ma structure a un fort ancrage dans le social, parce que c'est eux qui avaient les besoins, la politique de la ville, toutes ces questions, les quartiers, les relations entre les jeunes et la police, tous ces sujets-là, l'exclusion, les personnes à la rue, c'est des sujets sur lesquels très rapidement la dimension de mobilisation citoyenne a été au cœur des démarches. Et c'est dans ce contexte qu'on a lancé un certain nombre de projets. Puis voilà qu'il y a 5 ans arrive un appel d'offres de la ville de Gonesse, dans le Val d'Oise. Alors, situer ce bassin, Gonesse, Garges-les-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel, on est dans la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, qui a un certain nombre de locomotives, déjà l'aéroport, des très grandes entreprises, mais aussi des grandes surfaces agricoles. On a tous entendu parler du projet EuropaCity sur des terres agricoles. Et puis au milieu de ça, un certain nombre, alors c'est assez rural et tout, comme agglomération, plutôt pavillonnaire et rural, mais au milieu de ça, il y a cette espèce d'enclave de quartiers prioritaires avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage, beaucoup d'analphabétisme, de problèmes de quartier vraiment, QPV, etc. Donc, on tombe sur un appel d'offres de la ville de Gonesse qui souhaite mettre en place un dispositif de remobilisation pour des décrocheurs scolaires dans un quartier prioritaire assez difficile de la ville, basé sur le numérique. Et ils prennent comme référence un dispositif canadien qui s'appelle Cybercap à Montréal, qui a été créé dans les années 90, à une époque où, bien entendu, comme ça se faisait à l'époque, ça s'est créé autour de 2 leviers dans le numérique, dans les années 90, le multimédia et la réparation d'ordinateurs. C'était les grands sujets dans les années 90 sur le numérique. Il n'y avait pas encore vraiment Internet partout, il n'y avait pas encore ces sujets-là. Et puis donc, on doit répondre à cet appel d'offres, on décide de répondre à cet appel d'offres et on fait un truc qu'on ne fait pas souvent, mais qu'on fait de temps en temps, qui est de répondre à côté. En disant, non mais la réparation d'ordinateurs en 2015,
Tout le monde a des portables, ça ne se répare pas vraiment, c'est pas facile à réparer, c'est pas aussi pratique. Et puis le multimédia en 2015, les gamins de collège font des super trucs déjà tout seuls et tout, donc il y avait déjà les youtubeurs, tous ces trucs-là, donc on dit, on pense qu'on peut proposer quelque chose d'autre. Et c'est comme ça qu'on a proposé la fabrique numérique de Gonesse et qu'on a gagné cet appel d'offres avec des partenaires. Alors, c'est quoi la fabrique numérique de Gonesse? C'est un Fab Lab. Alors, par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure, pas un Fab Lab où on fait que de la fabrication. C'est un Fab Lab où on a voulu le faire comme un Fab Lab à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on peut y faire du multimédia, de l'audio, de la vidéo de bonne qualité, on a de la lumière, on a des perches, on a du son, on peut y faire du développement web, on peut y faire du graphisme, on peut y faire évidemment de la fabrication numérique, des objets connectés, de la robotique. On a par exemple une découpeuse laser de 3,50 m par 2,50 m, donc on peut faire des grands trucs, du mobilier, des stands, des choses comme ça, et pas que des petites imprimantes 3D. On a un plotter, une découpeuse vinyle qui nous a permis d'habiller toute la façade d'un hôpital, par exemple. Enfin, donc on peut produire, c'est une vraie fabrique, on peut faire des trucs assez sérieux. Et donc, dans ce Fab Lab, on embarque donc ces jeunes de 16 à 25 ans du quartier et des quartiers autour, qui sont déscolarisés, sans diplôme, sans perspective professionnelle, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les NEET en langage institutionnel. On les embarque pour une aventure de 5 mois et demi très intensive, dans laquelle on ne leur propose pas des cours. Donc, ils débarquent, ils n'ont pas de connaissances particulières, et on les emmène dans une aventure de remobilisation. Et la manière dont on procède, c'est qu'on part de projets réels. C'est-à-dire que les services de la ville, les associations partenaires de la ville, les entreprises partenaires viennent nous soumettre des problématiques, et on s'organise comme une petite usine. On nomme un chef de projet parmi les jeunes, un groupe projet, et on va fixer à notre client qui ne va pas payer pour le service, parce que vous allez comprendre pourquoi, on va lui fixer généralement un délai pour le livrer qui est entre 5 et 25 fois plus long que le délai qu'un prestataire normal pourrait donner. En revanche, l'avantage avec le numérique, c'est qu'on va s'engager à une qualité de livrable identique à ce que peut livrer un prestataire professionnel. Puisqu'en fait, même si vous ne dessinez pas très bien à main levée, le logiciel va faire que la ligne sera droite quand même. Donc ça, on peut s'engager à cela. Et donc, on est en mode projet réel. Donc, on embarque les apprenants, les jeunes, dans cette idée de produire. On est une fabrique et on doit produire des projets de manière quand même assez intensive. Et les apprentissages viennent au fur et à mesure que les difficultés se présentent. Alors, il y a une grande, pour les formateurs, l'équipe formateur-animateur de ce lieu, c'est un énorme défi. Hein. On ne connaît jamais le programme d'une promo avant le début de la promo, et les défis peuvent être énormes. On a monté des jeux vidéo interactifs, on a modélisé le quartier en réalité virtuelle, on a fait une carte, on a remis 3000 habitants de Gonesse dans le GPS sur une opération de cartographie participative avec l'IGN. Enfin bref, c'est des projets qui peuvent être extrêmement variés. Donc, c'est à travers ça que les jeunes se forment, d'une part, et d'autre part, se remettent en selle. Parce que notre idée, ça a été, ce n'est pas une formation certifiante ou quelque chose comme ça, c'est un dispositif de remobilisation, d'empowerment. Donc, l'idée, c'est de mettre les jeunes en situation de réussite réelle. Réussite réelle, ça veut dire, je livre un vrai truc, le client est content, et tac, on fait la photo, le maire coupe le cordon, etc. etc. Donc, en fait, ils ont un book après avec des trucs qu'ils ont vraiment fait et qui sont vraiment en service. Alors, des exemples de projets qu'on a pu faire avec la fabrique numérique, voilà, 2 projets en ce moment. On a toute la signalétique à faire d'une maison de l'ESS intercommunale qui vient d'être créée et qui a vocation à se déplacer dans un autre lieu à Villiers-le-Bel dans quelques temps et qui est à Sarcelles pour le moment. Et ça se monte un peu à l'arrache dans un ancien lieu industriel. Donc, il faut qu'on conçoive la signalétique. Donc, on commence par des ateliers de co-design avec les différentes parties prenantes pour savoir quels sont les besoins de circulation, quels sont les lieux à. Ensuite, on fait donc une proposition de déploiement et ensuite, on fait un design graphique et fonctionnel on réalise la signalétique et on la met en place.
Voilà, donc ça peut être un projet. Deuxième projet sur lequel on démarre là, sur cette nouvelle promotion, donc c'est depuis 2015, on démarre la promo 11 là. Autre projet, il y a des bagarres entre bandes de jeunes qui sont assez régulières et de plus en plus sanglantes. Et donc, on a nous proposé un truc qu'on sait bien faire, qu'on appelle un projet de médiation par le média, où donc on va procéder à des interviews de jeunes des deux quartiers, un quartier de Villiers-le-Bel, un quartier de Gonesse, des interviews individuelles. Et ensuite, on va poster ça sur un blog. Le dialogue va être fait via le reste de la population, sera invité à commenter ces différents articles. Ensuite, on organisera un dialogue indirect entre ces différents acteurs, puis un débat qui impliquera la protection judiciaire de la jeunesse, la police, les directeurs d'école, tout ça. C'est une espèce de boucle qui monte comme ça, comme une marionnette, et qui permet souvent d'ouvrir le débat et d'apporter des ouvertures que l'institution n'arrive pas toujours à réaliser en mettant la main directement sur les sujets. Autre exemple typique, l'accompagnement à la digitalisation des petits commerçants de Gonesse. Il y avait un programme Action Cœur de Ville assez important sur la ville de Gonesse. Il s'était fixé comme objectif d'aider les petits commerçants du centre-ville à se remettre en selle, parce qu'il y avait, comme dans beaucoup de villes, une tendance à mettre en périphérie les commerces et à fermer les commerces du centre-ville. Et donc, il y avait la Chambre de commerce et d'industrie, plus la ville, qui avait la grosse Bertha, qui avait sorti vraiment tout un truc d'accompagnement pour les commerçants et tout. Mais il faut voir, les commerçants là-bas, une coiffeuse, un gars qui tient un kebab, le coin presse-tabac, tous ces trucs-là, les gars étaient un peu... ils avaient un peu de mal à suivre la logique de la Chambre de commerce, qui leur proposait des solutions pour les professionnels, genre minimum 1 000 € à mettre pour avoir un truc d'affichage rouge qui défile, ou pour avoir un module de paiement sans contact. Enfin, rien n'était vraiment intégrable pour ces commerçants-là dans leur vision. Et puis au départ, le gars de la ville vient nous voir et nous dit « Oui, alors on est sur ce gros projet Action Cœur de Ville. Les jeunes de la FAMNUM, on voudrait que vous fassiez un micro-trottoir auprès des habitants pour savoir ce qu'ils attendent de la digitalisation du commerce. » Bon, on regarde, on fait « Pourquoi faire ça ? Micro-trottoir, on va s'emmerder à faire du montage vidéo, ça va être lourd et tout pour un truc qui n'est que... On va faire un petit questionnaire, un petit formulaire sur tablette, et puis on va leur donner ce qu'ils veulent, des verbatims, et par contre, on va se réserver pour une autre intervention. » Et donc, on est venu assister à une des séances avec la Chambre de commerce et tout, on a vu que les commerçants décrochaient pas mal aussi, et là, on a, nous, fait une offre de service, FAMNUM, qui est votre première expérience de digitalisation. Et c'est les jeunes de la FAMNUM qui ont accompagné les commerçants sur rendre visible son commerce sur Google Maps, avoir son compte Instagram, vendre en ligne son premier produit sur des places de marché Facebook ou Instagram, etc., etc. Mettre un truc marquage adhésif sur sa vitrine, parce qu'on a la possibilité de le faire et tout. Donc voilà, c'est des projets comme ça qu'on fait, très variés. On a fait les boîtes à lire pour les squares, on fait les ateliers code pour les enfants des écoles. Enfin bon, c'est des projets très variés. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est le retour sur investissement. En fait, il est divers. On est rentré par la porte d'entrée remobilisation des décrocheurs, mais on n'a pas voulu s'en tenir là. C'est aussi lié au fait qu'on travaille dans ces questions d'innovation participative. Tout de suite, nous, on s'est intéressé au fait que la question de la formation et de l'emploi dans les quartiers prioritaires, aussi galère que ça, c'est une question... C'est un serpent de mer, c'est un puits sans fond, c'est une centrale de charge permanente depuis 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a multiplié les programmes de politique de la ville, les programmes d'aide à l'insertion, on a multiplié les bureaux, les guichets, les médiations, et en fait, voilà des quartiers qui galèrent depuis des années et qui dont l'image ne fait que se dégrader, se cristalliser. En plus, aujourd'hui, il y a des questions interculturelles, religieuses, ça on voit bien toutes les thématiques qu'il y a aujourd'hui autour de ces trucs de quartier. Et donc, nous, d'entrée de jeu, la manière dont on a positionné la chose, c'est de se dire l'impact social en termes de remobilisation est important, mais on l'obtiendra qu'en changeant l'image du quartier et en transformant ces gens que tout le monde voit comme des charges pour la société en une centrale de ressources. Donc ça, c'était vraiment le projet central. Ce qui fait du coup que les impacts positifs sont assez nombreux et assez bien articulés. Le premier impact, c'est qu'en prenant les choses de cette manière, tous les produits et services que l'on délivre à la fabrique numérique,
Ils vont permettre à la ville soit d'éviter des dépenses qu'elle a l'habitude de faire, hein, faire imprimer des flyers pour les associations sportives ou faire designer par une agence de com la saison culturelle de son cinéma, maintenant c'est nous qui le faisons, soit de faire des choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. La fameuse cartographie participative, un tiers des habitants de la ville ne pouvaient pas bénéficier des services numériques parce qu'ils n'étaient pas dans le GPS. Pourquoi? Parce que ce grand quartier d'habitat social, c'est une parcelle sur le cadastre. La voiture de Google fait le tour. Le quartier fait 2,5 km de long. Il y a 40 halls d'immeubles à l'intérieur. Donc, les gens étaient droppés par leur chauffeur Uber à l'entrée du quartier. Il leur restait 15 minutes de marche avec leurs valises en rentrant de l'aéroport pour aller chez eux. Pas possible de se faire livrer par les supermarchés, les trucs, tout ça. Enfin bref, aucun accès aux avantages d'une culture numérique, d'une société numérique. Donc, oui, le premier impact inattendu pour la ville, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est entre 30 et 50%, plus souvent près de 30, mais on en discutera peut-être après. C'est lié au fait qu'on est un dispositif de ville. On n'a pas des ailes, on ne peut pas tout faire vraiment. Mais aujourd'hui, quand même, la ville récupère 30% de l'argent qui est mis sur la remobilisation des jeunes sous forme de produits et services à haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est quand même intéressant. Deuxième impact qui n'était pas attendu, c'est l'image du quartier. C'était un quartier qui n'avait des publications dans les médias que quand une voiture brûlait ou quand quelqu'un se faisait casser la figure ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a 2 pleines pages dans le Parisien tous les ans et une apparition au journal de 20h de France 3 sur les jeunes de la Fauconnière inventent un dispositif d'arrosage automatique pour le rond-point de l'autoroute. Les jeunes de la Fauconnière. Bon, donc ça a aussi changé, ça a aussi été vachement intéressant pour la ville et pour le quartier. Et du coup, on est devenu un peu un lieu ressource sur les thématiques de médiation numérique qu'Emmanuel évoquait tout à l'heure. Donc nous, on ne veut pas, alors c'est marrant parce que c'est pour ça que je dis en mode hacker institutionnel, parce qu'on sait très bien qu'on fait de la médiation numérique, mais on ne veut jamais qu'on nous mette dans les cartographies de la médiation numérique, parce que comme on ne veut pas que les gens se pointent et fassent la queue à l'entrée, on a nos propres modes d'intervention et tout, donc c'est toujours intéressant de discuter sur ces sujets. Nous, en fait, on est sur du service collectif. C'est pour ça, quand je voyais le dessin d'Emmanuel avec une flèche verticale, la médiation numérique, l'inclusion numérique qui devait aider les plus pauvres, etc., à acquérir un minimum de littératie, d'équipement, et puis aujourd'hui une flèche horizontale, accompagner tout le monde dans la transition. Nous, très clairement, on a fait ce basculement-là en 2015 et on y tient à ce basculement-là. C'est-à-dire que, et donc, même quand on fait des trucs de apprendre à coder ou créer votre premier blog et tout avec les personnes âgées ou des choses comme ça, on le fait parce que c'est bien, ça fait partie des choses qu'on veut faire, mais on ne veut pas être cantonné à ça et on veut pouvoir continuer à dynamiser, à être dans une dimension d'économie symbiotique, une dimension de nouvelles recettes pour la collectivité, tout ça. Et bon, je le mets en dernier, mais on a entre 80 et 90% de remobilisation positive. On a aujourd'hui 4 de nos apprenants qui ont fait l'école 42 de Xavier Niel, 2 autres qui sont ingénieurs. On a plusieurs personnes qui ont été directement recrutées en CDI à moins de 18 ans à la sortie de la FAMNUM sur des postes comme technico-commercial dans l'impression 3D ou des choses comme ça. Donc, ça reste quand même assez étonnant. Plusieurs sont enseignants, sont agrégés aujourd'hui, sont des profs du supérieur, etc. Enfin, bon, voilà. C'est une histoire amusante de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est vraiment un petit truc, ça fait 60 mètres carrés, il y a une salle principale qui est le Fab Lab et puis un petit bureau à côté, on est au cœur d'un quartier, on est dans un centre social au rez-de-chaussée avec un pignon sur rue. Et voilà, c'est une aventure qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, elle est en mode évolution et essaimage, cette initiative. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a une FabNum qui ouvre dans les tout prochains mois à Marc-en-Barœul. Et là, avec une nouvelle alliance, puisque on travaille là avec un club de prévention, avec des gens qui sont spécialisés en préformation et en accompagnement des publics difficiles. Parce que nous, on est arrivé là-bas avec une casquette innovation sociale qui est pas mal, mais on est assez désarmé sur les questions de suivi des personnes et tout ça. On est meilleur en innovation publique qu'en suivi social des gens et tout. Donc, on a été obligé d'avoir plein d'alliances à Gonesse. Là, à Marc-en-Barœul, ça démarre d'entrée de jeu avec des gens qui sont bons là-dedans, qui ont un psychologue, qui ont toutes ces choses. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les jeunes qu'on récupère,
À chaque promo, il y a des problématiques psy, des addictions, des contrôles judiciaires, des maltraitances familiales. Enfin, on a droit à tout l'éventail des difficultés des personnes les plus en galère dans les quartiers les plus difficiles au pire âge, on va dire, parce que 16-25 ans, c'est aussi l'âge de tous les dangers. Voilà, donc il y a ce projet qui ouvre ici très prochainement. Il y a un autre projet à Saint-Martin, aux Antilles, de Fabnum. Et puis, la dernière, parce qu'on a du mal à faire essaimer ce modèle, alors même que à chaque fois qu'on en parle et à chaque fois que les gens viennent visiter, ils disent il faut absolument qu'on ait ça chez nous et tout, c'est génial et tout. Mais alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle d'affaires. Comme ce n'est pas certifiant, qualifiant, on ne peut pas rentrer dans la formation professionnelle, puis on ne veut pas avoir un référentiel de formation. Donc, on est vraiment sur de la prévention, sur des trucs qui sont un peu des niches et sur lesquels on est beaucoup trop innovant par rapport au mode d'activité, d'évaluation, etc. de ces activités-là. Donc, on a eu beaucoup de mal. Pour celle de la métropole lilloise, on a eu la chance d'avoir cette alliance avec des professionnels de ces questions-là qui ont donc l'accès à ces financements-là. Mais sinon, c'est très difficile. Donc, on est aussi… Et puis, par ailleurs, pour boucler avec la présentation d'Emmanuel juste avant moi, on a de plus en plus conscience que ce qui était au départ, on l'a clairement créé et conçu comme un hack social, en se disant on va retourner la tête des gens et on va changer carrément l'image de où est la ressource et où sont les freins dans ces territoires-là. Et c'est vrai que il peut arriver que par lassitude et découragement, les institutions deviennent des freins au lieu d'être des soutiens. Ça peut être le cas de certains enseignants dans certains établissements, ça peut être le cas de certains personnels techniques qui en ont marre d'aller réparer des trucs qu'on recasse, et on comprend, hein, je veux dire, je jette la pierre à personne, mais il venait à l'idée de personne que les jeunes du quartier puissent être la ressource, si vous voulez, ça a été quand même la grande surprise. Et sur ce sujet-là, donc on est en train de se rendre compte, c'est toujours la fameuse histoire de la flèche vers le haut et de la flèche horizontale, qu'en fait, la remobilisation, remettre les gens dans une situation productive et constructive dans la relation individu-collectivité, individu-groupe, etc., qu'en fait, maintenant, c'est une problématique qui touche tout le monde, de plus en plus, et pas seulement les gens en difficulté, et qu'en fait, très souvent, il y a des gens qui viennent dire « Ah, mais moi aussi, je veux le faire », mais des gens d'autres milieux, d'autres âges, d'autres générations et tout, qui disent « Mais pourquoi que les jeunes du quartier en difficulté, c'est pas juste et tout, nous aussi, on veut le faire », et des entreprises. Oui, mais nous, on est une entreprise de, je ne sais pas, service à la personne, une entreprise de BTP. On se rend compte qu'il faut qu'on se mette au goût du jour sur le numérique. On ne pourrait pas faire un stage d'une semaine chez vous pour tout notre personnel, comme ça, connaître un peu la culture numérique et tout. Donc voilà, on est en train d'aller vers une Fabnum 2.0 qui est encore vraiment en préfiguration, comme ça, assez floue. L'idée, c'est que les jeunes qui restent 6 mois intensifs deviendraient en quelque sorte l'équipe technique de la Fabnum, et qu'après, il y a des gens qui passent moins longtemps, salariés d'entreprise, agents des collectivités, salariés des associations et bénévoles des associations, et aussi des habitants dans des ateliers du mercredi et du samedi en mode éduc-pop. En gros, tous ceux que ça branche de participer à cette aventure de transformation du territoire, en fait. Et du coup, tous ces autres publics, eux, ils ont un modèle d'affaires attaché. Donc, ça rend beaucoup plus solide, en fait, le truc. Et du coup, les jeunes en remobilisation, ceux pour qui c'est le plus dur finalement de stabiliser les choses au niveau de notre fonctionnement financier, seraient complètement justifiés et intégrés puisqu'ils deviendraient l'équipe d'animation en fait. Et en termes de mixité sociale, de cohésion et de dynamique, ça serait vraiment super d'accueillir des cadres d'entreprise, que ce soit les jeunes du quartier qui accueillent les jeunes des cadres d'entreprise, voilà, pour les former. Voilà, c'était l'histoire de la famille. Merci. Emmanuel, est-ce que sur votre site, il y a une vidéo qui aimerait projeter si tu veux, mais je crois que c'était compliqué techniquement. Non, on est dessus. Ah ouais, alors ça c'est l'ancien site, mais il y a des vidéos, ça tombe bien. Alors vas-y, descends. Alors, tiens, le teaser 2016 a été écrit, réalisé, produit, monté par les jeunes. Est-ce qu'on fait ça? Ouais. Il est moins didactique, mais comme je vous ai tout raconté, au moins vous verrez le boulot qu'ils font. Attendez, par contre, excusez-moi, il faut que je partage avec des diplômes. C'est difficile. Il y a la source bleue, c'est pas la peine. 10 secondes, je vais juste partager l'écran pour que mes invités.
Après, il y a d'autres vidéos qu'on trouve en ligne et tout qui expliquent les publics, les financements, les machins, les partenaires et tout. Mais là c'est la pub de la FAMNUM faite par les jeunes. Ici, on changeait le scénario. Basée sur une plateforme technique unique en France, la Fabrique numérique de Gonesse propose un parcours original de remodélisation pour les jeunes sans qualification, pour produire des projets concrets et innovants. Parcours de remodélisation intensive en 5 mois, gratuit, inscription sur www.gonesse.lesconnecteurs.fr. Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sans diplôme, vous habitez Gonesse et ses environs, alors la Fabrique numérique vous attend au Centre culturel Marseille. Voilà, c'était très court, mais c'était leur projet. Alors à la fin, ils ont voulu mettre en scène le maire de Gonesse. On n'aurait peut-être pas eu la même idée de la même manière. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bah, la seule remarque que j'aurais à faire, c'est génial. En tant que prof, quand je vois la différence, et en plus travaillant sur ces questions de Fab Lab, etc., de pédagogie inversée, je dis, bon, ça, on voit l'écart, quoi, parce que là, c'est vrai que vous avez des jeunes qui ont des problèmes avec le système d'enseignement classique. Mais je sors ce matin justement là, de 8 à 10 d'une dernière séance avec des étudiants de Master 1, donc Bac plus 4. Je leur ai fait, bon, ce n'est pas des fabriques numériques évidemment, mais j'ai fait un jeu de rôle sur la question de l'urbanisme commercial, centre périphérique, comme quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure. C'est fou la différence entre le fait de les mettre. J'aurais donné des documents, pas des machines, pas des trucs à découper, mais des documents, puis il se dit, bah, vous êtes l'État, vous êtes le commerçant, vous êtes la région. C'est fulgurant la transformation que j'ai vue sur cette séance par rapport aux 4 séances précédentes. Donc là, je vois bien, je ne sais pas comment nous, on nous pousse, hein, puisqu'on est en aménagement urbaniste, donc on nous pousse à aller vers des solutions comme ça, beaucoup plus concrètes, moins de cours et plus de formation par projet, projet réel. Après, quand on voit ce que vous faites, ça donne envie. Bon, après, comment le transposer, j'en sais rien, mais félicitations. Ça me vient comme ça à l'esprit parce qu'on vient de rentrer dans ce programme. Il y a 2 territoires, je pense qu'il y a l'Aisne et le Val d'Oise, donc un territoire en Hauts-de-France et puis notre département où on est, qui ont été sélectionnés comme territoire d'expérimentation pour un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, la trousse des parents ou un truc comme ça. Enfin, c'est la formation de parents, d'élèves des écoles élémentaires sur le numérique. Parce qu'avec tous les enjeux du Covid et puis les nouveaux espaces numériques de travail, tout ça, enfin, il y a plein de sujets autour du numérique pour les parents. Et du coup, bah, c'est les jeunes de la FAMNUM qui vont former les parents du département. Ça va être assez marrant, je pense. Voilà. Et donc, ça va les réconcilier avec l'école. Ils sont tous taillés avant le lycée pour la plupart d'entre eux. Et là, bah, je pense que ça va être bien qu'ils forment des parents d'élèves sur des enjeux d'outils institutionnels et tout. Donc, ça va être un bon projet aussi, je pense. Bonjour, moi, c'est juste voilà, pour aller vraiment dans son sens avec des partages d'expériences qui vont être l'histoire du Valenciennois, ou voilà, des choses de plus petite ampleur, mais il y a une asso qui travaille avec des jeunes en grande difficulté, placés, etc., qui fait un peu la même chose, mais en version tout petit, où ils partent vraiment de problèmes techniques qu'ils ont. Moi, j'ai envie en fait de pouvoir écouter de la musique, d'avoir une enceinte. J'ai pas les thunes de m'acheter une enceinte. Ils se disent bon, on va fabriquer des enceintes Bluetooth. Et ils sont voilà sur des tout petits modèles comme ça, donc c'est vraiment pas du tout la même ampleur, mais c'est la Sauvegarde du Nord qui fait ça. Et ça marche, voilà, ça marche du tonnerre. Pourquoi vous dites que c'est pas la même ampleur?
Parce qu'ils sont pas dans une logique, ils sont dans une logique plutôt de répondre à leurs propres besoins. C'est des toutes petites promos et ils sont pas dans là où il y a tout le relationnel aussi, de répondre à une offre d'un client et de répondre à des attentes aussi d'un extérieur. Il y a une autre coloration aussi, je pense. Mais c'est pas une différence d'ampleur. C'est une différence d'orientation politique. C'est-à-dire que, mais j'insiste beaucoup là-dessus parce que je rencontre beaucoup de gens dans l'éducation populaire qui sont sur l'émancipation individuelle comme ça, ce qui est très important. Et on en fait aussi. Ils ont des projets perso aussi. Je ne l'ai pas dit, mais dans chaque promo, ils ont des petits temps pour faire leurs projets perso comme ça. Non, mais nous, c'était pour qu'il y ait de la réussite. En fait, la remobilisation sociale, individuelle et personnelle, elle doit passer par des réussites objectives et pas seulement du kiff personnel. Donc, l'idée, ça a été vraiment un choix assez dur à tenir, mais qui n'est pas une question d'ampleur, en fait. C'est plus une question d'aller au contact des différents services, d'avoir une animation de partenaires et tout pour avoir des projets qui rentrent, quoi. Mais ce n'est pas vraiment une question de taille, en fait. C'est juste là-dessus que… Pas de souci. Mais c'est intéressant. Il y a aussi les mêmes logiques qui se font dans le secteur par l'outil artistique, avec un projet comme l'Envol. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà, un très très beau projet qui existe sur Béthune, qui s'est développé sur Arras, voilà, qui a un peu en projet d'essaimage. C'est un peu le même type de modèle, les mêmes tranches d'âge, des jeunes mythes, etc. Le projet de la Sauvegarde du Nord, ils sont sur des profils beaucoup plus jeunes, sur des jeunes qui ne sont pas encore majeurs, donc sur des tranches d'âge plus basses. Et voilà, et qui proposent donc sur un dispositif de garantie jeune, en fait, ils ont hacké le dispositif de garantie jeune. Et ils proposent, voilà, des jeunes vont réaliser un spectacle, un gros spectacle, 1 heure, 1 heure et demie, ça peut être sous différentes formes. Ils sont dans les mêmes logiques de remobilisation. C'est quelque chose qui a été testé nous aussi au Phénix à travers un projet européen et on est retombé sur les mêmes questions, parce que c'était une des questions que je me posais sur l'accompagnement social. Comment vous avez fait? Parce qu'on sait qu'on peut faire tout ce qu'on veut, il y a toujours des problématiques d'accompagnement social qui interviennent quand on n'est pas les professionnels de l'accompagnement social, et comment on s'entoure et comment on là, je peux répondre assez précisément parce qu'on a eu très vite conscience de cette dimension. Et avant même que ça commence, on en avait conscience, mais dès qu'on a eu notre première promo avec des gens en situation de handicap grave et tout, avec aussi des problématiques sociales dingues, on s'est rendu compte que ça allait être énorme, en fait, que ça allait être beaucoup plus même que ce qu'on imaginait, quoi. Et donc, aujourd'hui, on exige, pour pouvoir s'inscrire à la FAVNUM, on exige d'être suivi par un dispositif de droit commun, déjà, donc soit la mission locale, garantie jeune, l'espace dynamique d'insertion, des choses comme ça qui existent autour. Donc, selon les typologies de profil, on peut les orienter. Quand ils ne sont pas déjà inscrits, on peut leur dire, écoute, va plutôt vers l'espace dynamique d'insertion, ils accompagnent mieux les gens, dans ton cas, ça va être mieux. Prends contact aussi avec tout ce qui est les dispositifs santé, etc., pour ceux qui ont des problèmes psy ou autres. Et donc, on s'assure avant, en fait, c'est une condition pour l'inscription. Et nous, on fait un suivi à 1 an derrière, c'est-à-dire on les voit tous les 2 mois pendant 1 an pour faire en fait la transmission avec ces autres partenaires qui sont autour, parce que ces partenaires ne fonctionnent que sur des entretiens individuels classiques. Et du coup, on a convenu comme ça parce que notre éclairage, les entretiens que nous on fait et ceux qu'ils font eux, ça se complète en fait. On n'a pas les mêmes infos en fait. Voilà. On avait dressé vraiment le même, parce qu'on avait fait un IEJ, donc on a fait 2 IEJ sur 4 ans. Le premier sans assaut d'accompagnement social, où on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas continuer comme ça si on faisait un deuxième. On a trouvé un opérateur du territoire qui était le CAPEP, où là, on a carrément eu une personne à temps partiel, à mi-temps, pour se faire tout le volet accompagnement social au fur et à mesure des heures sur les 6 mois du projet. Enfin, c'était hyper précieux d'avoir justement sur des volets-là, parce que si on s'appuie, c'est comme un homme sur une seule jambe. Enfin, on se plie, on a besoin de s'appuyer sur ces. Le projet Sauvegarde du Nord avec c'est Non, c'est un dispositif qui s'appelle Jeep, comme ou 4x4, je ne sais plus. À chaque fois, je me mélange justement. C'est un projet qui a Marly par la Sauvegarde du Nord, par ce qui s'appelait anciennement DIVA, à la Sauvegarde du Nord de Marly.
Ils ont 4 ou 5 jeunes. Alors là, en mode Covid, ils sont passés à 2 ou 3 jeunes, je crois seulement, parce qu'ils ont un petit espace, avec Olivier Colassante, qui est un éducateur technique qui travaille à temps plein. Ils accompagnent les jeunes tous les jours, voilà, de 9h à 17h, un truc comme ça. Et ils fabriquent des objets. Ça peut être aussi différentes choses. Il y en a qui revendent aussi des choses ou qui font des cadeaux pour leur famille. Toujours des choses très pratiques qui partent en plus sur des chantiers, sur un chantier de reconstruction, rénovation d'un château fort. Je ne sais plus où en France, tous les ans. On embarque les jeunes là-dessus. C'est un chouette projet aussi. Alors, contact plus tard. Si dans l'esprit un peu de toutes ces discussions, puis pour boucler aussi avec ce que disait Emmanuel, il y a un truc, enfin je dis ça parce qu'on est sur une thématique fabrication et tout, et c'est quelque part un dialogue que j'ouvre avec le monde des Fab Labs. Souvent, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de niveaux en termes de technique dans l'écosystème des Fab Labs, et financièrement, c'est dur. Ils ont quand même, je connais peu de Fab Labs qui ont réussi à vraiment, des Fab Labs ouverts, type MIT et tout, je ne parle pas de Leroy Merlin, bien sûr, mais même ils ont eu du mal à rentabiliser leur truc. Et puis, je trouve qu'avec le temps, le côté faire une borne d'arcade rétro gaming ou faire une lampe connectée qui change de couleur avec son smartphone, on peut c'est de moins en moins en fait vraiment innovant, je trouve. Et le côté waouh, on peut faire des trucs connectés, je trouve que ou l'impression 3D, c'est génial et tout. Bof quoi. Il y en a dans les écoles primaires maintenant, même des robots. Et donc, souvent, quand je discute avec les gens du milieu des Fab Labs, je me demande pourquoi il n'y a pas davantage, parmi l'offre de services des Fab Labs, cette notion de faire des trucs pas innovants, des trucs robustes, la signalétique, une boîte à lire pour le square, des flyers pour les associations. En fait, le numérique permet aussi ça. Et il permet ça, c'est un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que c'est aussi ça qui est vachement important. En fait, quand on a eu l'idée de monter ce dispositif, en fait, on le sait tous, depuis le début du numérique pour tous, c'est qu'une compétence numérique, même super pointue, est à la portée d'un gamin de 10 ans. Ça, on le sait tous. Il y a eu des hackers de 12 ans qui sont rentrés dans le Pentagone dans les années 90, donc ce n'est pas nouveau. Par contre, rendre un service numérique, c'est quelque chose qui requiert une articulation de compétences et une maturité dans les compétences qui, elle, prend du temps à acquérir. Mais nous, ça a été vraiment le sujet pour mettre des jeunes super en galère en situation de réussite, c'est de se dire, s'ils sont 15 et que chacun d'entre eux, et ça ramène aux notions de compétences distribuées des médiateurs dont parlait Emmanuel, si chacun d'entre eux sait faire un truc super bien et qu'on les pousse à travailler en équipe de façon collaborative, alors à 15, ils vont être capables de faire des trucs incroyables. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on accueille une nouvelle promo, il y a 2 jours un peu piscine, un peu genre pour savoir qui va rester, qui ne va pas rester. Et la seule raison pour laquelle on ait pu refuser des gens, c'est le refus de collaborer. C'est-à-dire quelqu'un qui fait son malin, qui veut la jouer perso, il n'a rien à faire là, même s'il est doué. En revanche, même des personnes qui ont un énorme retard, même cognitif, qui ont des grandes difficultés, qui ne parlent pas français, etc., s'ils jouent collectif, c'est bon, on trouvera la compétence à développer très rapidement, on trouvera quel fil tirer. Bon, Emmanuel, tu me donnes la transition parfaite vers la présentation un peu qu'on a pu mener à la machinerie. La machinerie, on est un tiers-lieu basé à Amiens depuis 2014. On anime un espace de 800 mètres carrés qui est tout à côté de la gare, en plein centre-ville. Et notre tiers-lieu s'est constitué autour d'un Fab Lab et d'un espace de coworking. Et puis depuis, il s'est agrémenté. D'un programme de médiation scientifique et technique dédié à la robotique et d'un incubateur en innovation sociale et de prestations de services basées sur la fabrication numérique. Et effectivement, on a monté une formation qui s'appelle Artisan numérique, qui a été labellisée Grande École du numérique, comme la FabNum, je l'ai vu tout à l'heure, et qui a permis de se dire, en fait, le Fab Lab, c'est bien un outil de transmission. On n'est pas là pour se faire plaisir pour soi. On permet à ceux qui veulent venir avoir un usage individuel de le faire. Ils peuvent venir en session libre
c'est là où on rend l'accessibilité de notre lieu. Mais le Fab Lab, c'est bien un outil au service des besoins du territoire. Et donc, dans les besoins du territoire, il y a les entreprises, les associations, les acteurs publics, les jeunes en insertion, enfin les personnes en insertion. Et donc, ça nous a amené à travailler avec tout un tas d'acteurs différents, les acteurs de la prévention, les centres sociaux, les écoles de la deuxième chance, etc. Alors, sous des formats divers et variés. Et là, on a eu, nous, une lecture du mot insertion extrêmement large. Et effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit les uns et les autres tout à l'heure, la dimension d'insertion, ce n'est pas notre métier de s'en occuper. Quelle qu'elle soit, qu'elle se traduise juste par la mobilisation des jeunes et des personnes sur du court terme, ou que ce soit sur des accompagnements long terme. Et là, moi, je dois dire qu'on a eu un très bon partenariat avec Pôle emploi et la mission locale, qui ont vraiment joué ce rôle que vous avez évoqué. Alors, on avait peut-être des problématiques sociales un peu moins graves que ce que vous évoquez, néanmoins. C'est eux qui ont assuré cet accompagnement à nos côtés, parce qu'effectivement, ce n'est pas le boulot des Fab Labs, au départ, de faire de l'insertion. On est bien un support technique, la fabrication numérique, c'est bien un support au service d'autre chose. Et donc, on a monté cette formation artisan numérique sur un format de 6 mois, grosso modo, avec à chaque fois, on a fait 2 promos. Chaque promo, c'est 14 personnes, dont plus de la moitié qui viennent des quartiers politiques de la ville. On avait à chaque fois 3 ou 4 femmes, et le reste, c'était des garçons. Plutôt des gens en reconversion professionnelle, donc pas des jeunes, plutôt on va dire des 30-40, des gens qui avaient déjà travaillé et qui voulaient rechanger et qui pouvaient avoir une approche de la fabrication numérique au service de projets très différents, et puis on verra dans les parcours que je vous dirai tout à l'heure. Le format, c'était 3 mois de formation pour comprendre la fabrication numérique, en fait, comprendre ce que c'est un Fab Lab, acquérir quelques techniques, et ensuite 3 mois qu'on a appelé de stage, mais qui n'étaient pas tout à fait du stage, qui étaient d'immersion dans une association ou un acteur du territoire. C'était plutôt des associations qui ont répondu à notre appel pour créer et répondre et prototyper un besoin, un objet dont elles avaient besoin. Alors, ça pouvait aller de signalétique, ça a pu aller de création de petits bijoux, d'expérimentation de techniques pour un bijoutier. Ça a pu être d'expérimentation d'objets pour prendre des photos. Enfin, voilà, j'ai plus le détail. En tout cas, de comprendre le besoin et d'y répondre pendant la période du stage. Et en ce sens, on retrouve la logique sous une forme différente, mais de comprendre les besoins du territoire et de mettre à disposition des ressources pour y répondre et de rendre compréhensible aussi aux gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est la fabrication numérique, de le rendre extrêmement concret. Parce que sinon, au-delà même des enjeux du numérique que tu as redit, Emmanuel, la fabrication numérique est encore une spécificité. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce que c'est, de ce que ça peut apporter et de comment ils peuvent l'utiliser, surtout quand ils ne sont pas eux-mêmes fabricants. Donc, malgré la facilité d'accès. Et donc, sur ces formations, on a pu du coup accompagner des jeunes qui avaient soit un peu de base numérique, soit zéro. Et c'était ça qui était vraiment intéressant, et on s'est centré sur des compétences liées au métier de l'artisanat. Du coup, voilà, sans être trop longue, on a des profils, enfin des personnes, on en a 2 qui sont partis pour être Fab Manager dans d'autres Fab Labs, à Saint-Omer et à Abbeville. On a des gens qui ont créé leur entreprise, leur activité, notamment, et on a pu les accompagner par l'incubateur, ce qui nous permettait de les mettre dans un processus plus long, notamment c'est un animateur socioculturel qui s'est reconverti pour faire des jeux d'immersion, en fait, en mode un peu escape game, et qui du coup a développé ses compétences de fabrication numérique pour les mettre au service de ce projet entrepreneurial. Je sais que j'ai oublié un exemple que j'avais prévu de vous dire. En tout cas, voilà, des évolutions diverses et variées des personnes, et à minima, quand l'évolution professionnelle ne repart pas vers le numérique, il y a l'effet de la remobilisation liée à la formation, le fait d'avoir été dans un groupe, dans une dynamique collective, d'avoir réacquis des compétences complémentaires qui n'étaient pas là et de repartir vers le monde professionnel. Donc, nous, c'est comme ça qu'on avait réussi à traduire l'utilisation de la fabrique numérique, et on va essayer de refaire ce type de programme en lien avec la mission locale pour toucher des jeunes de la garantie jeune. Enfin voilà, on est en train de faire évoluer ce programme d'intervention. Nous, on est plutôt contents parce que c'est une manière de montrer en quoi la fabrication numérique, ce n'est pas quelque chose qui doit rester effectivement avec un niveau de compétences techniques trop élevé, mais qui doit vraiment apporter des réponses concrètes en fait, aux besoins des gens, des acteurs, et qui rend lisible ce que ça change.
Et pour nous, c'était concomitant de l'accompagnement à l'émergence d'autres petits Fab Labs sur le territoire, notamment portés et animés par des centres sociaux. Du coup, on avait aussi une dynamique qui pouvait s'enrichir de cette manière-là. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Question. Vous avez parlé d'un incubateur comme partenaire, c'est qui exactement? L'incubateur qu'on anime, il s'appelle Starter, comme le dispositif régional qui le cofinance, qui est la politique ESS, l'économie sociale et solidaire du Conseil régional. Et donc, c'est un incubateur qui permet d'accompagner des porteurs de projets dont leur idée est de créer une activité, d'être dans une posture entrepreneuriale et plutôt sur le champ de l'innovation sociale. C'est-à-dire d'aller chercher des créneaux qu'aujourd'hui, qui sont peu accompagnés aujourd'hui, qui ne sont pas complètement marchands, mais pas complètement d'intérêt général. Et d'aller chercher ces porteurs de projets. Il y en a énormément de porteurs de projets donc ça peut être individuel ou collectif, ce qui n'est pas toujours évident aussi à accompagner. On en a beaucoup sur le développement durable, le recyclage, la récupération. On a pu accompagner des projets, parfois ils ont besoin de la compétence Fab Lab, de la fabrication numérique ou pas. Il y en a deux auxquels je pense. Un projet en ce moment, c'est les Recyclettes. C'est une asso qui récupère les invendus alimentaires chez les restaurateurs, les composte, les récupère à vélo, les composte et remet le compost dans les jardins de la ville d'Amiens, les jardins ouvriers, pour revendre le compost à ceux qui en ont besoin en grande quantité et va accompagner une montée en compétences là-dessus. L'autre modèle, c'est une fille qui a fait la première formation GEN, la première promo, et qui s'est mise sous un statut CAE, donc dans une coopérative d'activité et d'emploi, donc un portage salarial pour porter une activité entrepreneuriale, et qui accompagnait le fait de récupérer et de reformer des ordinateurs avec des coffrages en bois et des personnalisations à moindre coût, et qui intervenait pour former les gens dans les centres sociaux, un peu dans l'Oise et dans la Somme. Voilà, donc ça, c'est des projets où il y a une dimension entrepreneuriale et en même temps, on est dans des créneaux en fait, qui sont innovants socialement parce qu'ils n'existent pas sur le territoire, qui permettent d'accéder à moins de coûts. Voilà. Et cet incubateur, il a une échelle régionale Alors non, on est local. Il est aidé par la région, donc j'ai compris ça. Alors en fait, on est cofinancé par le Conseil régional. On s'inscrit dans leur politique d'accompagnement économie sociale et solidaire. Et nous, on intervient essentiellement sur Amiens et les coms de com qui sont autour. Et on a d'autres homologues sur l'ensemble du territoire régional. Donc ça veut dire un programme de formation collective, de l'accompagnement individuel, de la mise en réseau avec des partenaires, du soutien à la recherche de financement. Voilà, après. Donc, est-ce qu'on peut résumer que vous êtes le maillon entre le territoire et la région quelque part ou pas? L'un des maillons, on essaye, en tout cas, on n'est pas le seul, ça c'est sûr, mais on essaye. Et de la même manière, on essaie de pousser nos collectivités partenaires à se mobiliser et à s'engager sur une stratégie numérique, à minima sur une stratégie numérique. Si elle pouvait être intéressante et innovante et dynamique, ça serait bien. Mais à minima, de s'engager sur une stratégie, ça serait bien. Merci. Voilà. Bon, du coup, on dépasse un tout petit peu la question de la fabrication numérique, mais quand même, la machinerie, on s'est mobilisé avec 5 autres tiers-lieux du territoire, d'Amiens, à l'échelle du pôle métropolitain. Donc là, on est sur les 2 tiers du département de la Somme, pour porter la réponse à l'appel à manifestation d'intérêt de l'État sur les tiers-lieux et avoir une fabrique numérique de territoire à l'ensemble de cette échelle-là. J'avoue qu'on n'a pas beaucoup avancé parce qu'effectivement, on a du mal à... Bon, déjà, il y a eu le Covid et puis on a du mal à avoir du retour du côté de la collectivité, mais on est en relation avec l'UE pour pouvoir avoir cette logique de formation, de programmation territoriale et de médiation sur l'ensemble du territoire. Et avec les tiers-lieux du consortium, une partie clairement sont engagés sur les dimensions numériques et une autre partie ne le sont pas. Et donc il y a un intérêt et une complexité en même temps à être dans cette double dynamique, à considérer pour certains le numérique est un vrai outil de développement, un support, et pour d'autres pas du tout, et comment ils vont réussir ou pas à s'en emparer ou malgré tout à en faire le relais. Donc on est aussi dans cette diffusion-là à notre échelle. Mais excuse-moi, je réagis comme ça, mais sur ce sujet-là, comment dire,
Le numérique peut être l'objet, comme ça peut être le cas par exemple chez vous avec le Fab Lab, mais il peut être aussi un moyen. Et la plupart, je pense dans une logique de tiers-lieu, etc., parfois de manière plus ou moins consciente ou inconsciente, mais en tout cas un tiers-lieu qui tourne bien, il est bien rare qu'il n'ait pas une structure de coopération numérique, une couche en dessous qui permet d'organiser les contributions, d'organiser la participation des différentes parties prenantes, des agendas, des formulaires. Oui, mais souvent c'est très peu conscientisé. Absolument. Et souvent ça reste, on va dire, je le dis sans négatif, d'un niveau 1, c'est-à-dire que les gens l'ont fait et n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et ils n'ont pas besoin forcément de le transmettre, de le dire. Ouais. Et du coup, pour eux, ça n'est pas un sujet. Tout à fait, oui. Mais c'est pas grave, c'est juste différent. Du coup, il nous reste un peu de temps, on a jusqu'à 12h30, il me semble. Je pense que c'était midi. Ah, c'est midi, pardon. Midi 30. Ah, midi 30. Ah, voilà, il me semble, c'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai une petite question pour Emmanuel. Tout à l'heure, tu parlais du projet à Marc-en-Barœul. Ouais. Et je voulais savoir, du coup, quels étaient les partenaires qui allaient gérer plutôt le volet social du projet. FCP. FCP, c'est un club de prévention qui est basé à Marquette, mais qui a son siège social à Marc-en-Barœul, qui existe depuis 40 ou 50 ans. Qui est assez solide, qui est propriétaire de ses locaux, qui a une structure qui est assez pérenne, qui existe depuis longtemps, qui avait déjà un positionnement sur le numérique, puisqu'ils avaient déjà une sorte de mini Fab Lab un peu bidouillé dans leur centre de préformation actuel. Donc, c'est des sujets auxquels ils étaient sensibles. Et j'ai eu l'occasion de les rencontrer en intervenant il y a 2 ans à Lille. C'était les 40 ans de la politique de la ville. Donc, j'ai été invité comme aujourd'hui ici à présenter ce sujet. Et ils écoutaient. Et puis, ils sont venus visiter la FabNu à Gonesse. Ils sont ressortis en disant on va en faire une. Aussi parce qu'eux ont identifié des choses que moi, je n'avais pas identifiées, qui étaient et qu'eux voyaient comme aussi des leviers de financement et tout ça. Par exemple, on a découvert qu'on faisait du Cléa sans le savoir. Okay. Voilà. Et donc, ils disent, mais le Cléa, quand on en fait un objet en soi, c'est des fois un peu ennuyeux comme accompagnement et comme formation. C'est vraiment des trucs de base. Mais quand on n'en fait pas un objet en soi, et que l'objet, c'est d'écrire des mails aux clients, de s'organiser sur Trello pour sortir le projet, de faire des calculs pour des angles de trucs et tout, bah, c'est les maths, l'écriture, l'oral, la maîtrise des outils numériques et la collaboration. C'est les 6 items du référentiel Cléa. Et donc, du coup, là, lorsqu'on a renouvelé le marché avec la ville, on a intégré la certification Cléa à l'intérieur du parcours. Quoi. Mais voilà, eux, ils ont cette expertise-là, ils sont très bons. Ok, super, merci. Voilà. Il y a d'autres questions ou éventuellement des partages d'expérience, allons-y, ou des demandes. Oui, j'aurais une question par rapport au processus de sélection des jeunes, que je comprends parfaitement, là, avec le mode piscine, et puis si vous ne faites pas collectif, vous allez voir ailleurs. Mais du coup, si le bilan des jeunes qui ont réussi à tenir les 6 mois marche bien, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ne tiennent pas les 5 ou 6 mois de formation et qui vous quittent? Et deuxièmement, ces jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer dès le départ, que deviennent-ils? Enfin, ils s'enfoncent encore plus dans leurs problèmes, ou il y a d'autres structures qui les prennent en charge? Est-ce qu'éventuellement, l'année suivante, ils ont résolu ça, ils reviennent et ils jouent collectif? Enfin, c'est bien que c'est récent, mais est-ce que vous avez quelques reculs là-dessus? Tous les scénarios existent. D'abord, c'est très rare qu'on ne prenne pas quelqu'un. Ça arrivé en 11 promos, ça a dû arriver 8 fois. Donc, parce qu'ils comprennent vite qu'il faut jouer collectif et c'est finalement pas si dur quand même. Dans l'idée, il faut vraiment que ce soit des fortes têtes pour que ça ne marche pas. Ensuite, sur le décrochage, on a toujours un volant de décrochage dans les 3 premières semaines. Des gens qui se disent non, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. D'ailleurs, on continue le recrutement initial pendant les 3 premières semaines dans ce but. Il y a des gens qui sont un peu sur liste d'attente et qui rentrent au fur et à mesure. Et après, les seuls cas où on a eu du décrochage passé ces 3 premières semaines, ce sont des cas où il y avait un emploi ou un démarrage d'études plus élevé qui démarrait en cours de route. Donc là, ils nous quittaient pour aller sur d'autres chemins.
mais ce n'était pas du décrochage. Dans ce cas-là, c'était de la réorientation active. Ça a pu arriver plusieurs fois qu'ils rentrent chez nous, puis du coup, on leur apprend à faire de la veille et tout, notamment. Ils se mettent en veille, ils se préinscrivent dans différents dispositifs de formation, puis un truc qui démarre avant qu'ils aient fini la famille. Donc, bon, ben voilà, ils disent bon. Nous, de notre côté, c'est la motivation qui est plus, l'envie d'être là, en fait, qui est le plus important. Et la première semaine, parfois les 2 premières semaines, permettent de vérifier ça. Et quand il y a des sorties ou des jeunes qui ne restent pas, c'est parce qu'effectivement, soit ça ne convient pas, soit ça ne les intéresse pas tant que ça, soit c'est plutôt ça qui compte. Après, comme nous, les publics étaient envoyés par des acteurs, la mission locale et Pôle emploi notamment, moi, je n'ai pas d'informations sur là où ils vont après, en fait. Ça, c'est leur accompagnement social, on va dire. Est-ce qu'il y a une sorte d'essaimage par imitation dans les familles ou avec les copains, etc. Parce que vu la quantité de populations qui sont en problème dans ces quartiers, si vous faites 15 par 15 par 15, ça va prendre du temps. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène d'essaimage, soit pour amener des gens chez vous, dire « Ah oui, mon copain est à un supermarché, je vais faire la même chose », ou est-ce qu'il y a un essaimage en dehors de votre structure ou les jeunes qui sont passés par votre… Très bonne question. C'est une très bonne question. Pour le moment, comme je l'ai brièvement dit tout à l'heure, on a une chance et une faiblesse en même temps, là, qui est que le dispositif est porté par la ville. Nous sommes opérateurs pour la ville. Donc, on a répondu à un appel d'offres. C'est une chance dans la mesure où la volonté municipale nous a permis de faire ça super vite à l'échelle, avec les moyens qu'il fallait pour le faire, et que notamment, il y avait des financements européens et que la ville, elle a avancé facile 3 ans de trésorerie, donc il fallait le faire quand même. C'est un inconvénient parce que du coup, on n'a pas les mains libres pour faire un certain nombre de choses en termes d'hybridation des modèles d'affaires et autres. Et par exemple, on n'a toujours pas réussi à faire en sorte qu'il puisse y avoir, par exemple, le week-end, une autogestion du lieu avec les apprenants accueillent leurs familles et leurs potes pour faire des trucs. On a monté une asso des anciens élèves, tout ça, pour ça, qui a essayé de pactiser avec la ville, mais enfin, pour la sécurité du centre social, machin. Enfin, il y a toujours des freins qu'on aurait facilement résolus si on n'était pas un dispositif de ville. De même, un autre frein par rapport au récit que vous faisiez pour la machinerie, là, c'est qu'on a eu des propositions de partenariat super excitantes avec, par exemple, Volume Coworking à Paris, des designers qui voulaient nous embarquer dans des projets de salons internationaux, de réalisation super. Et on n'a pas pu parce qu'on était ville de Gonesse et qu'on ne pouvait pas bouger de la ville et qu'on ne pouvait pas non plus facturer ou faire des choses comme ça. Donc, voilà. Dans certains cas, ça a été un peu une limite. Mais le projet que je disais à la fin d'ouvrir à d'autres publics et tout ça, ça vise à rendre possible ça, à rendre vraiment comme un tiers-lieu ce type de dispositif, qu'il ait différentes sources de financement et qu'on ne soit pas entièrement dépendant de la collectivité d'accueil. Sinon, voilà, on est comme tous les services de ville avec des heures bien fixées, un cadre bien fixé, un périmètre bien fixé. Peut-être un complément sur la dynamique, peut-être pas exactement d'essaimage, mais plus de tâches d'huile, parce que par exemple sur la Fab 1, quand on parle d'essaimage, c'est plutôt reprendre le dispositif sur un territoire et le mettre sur un autre territoire. Mais après, c'est intéressant de regarder comment, sur un dispositif qui ne concerne effectivement qu'un nombre limité de participants chaque année, on arrive à faire tâche d'huile. Et c'est exactement pareil sur ce qu'on fait à Pop sur Pop School, ou ce qui se fait dans des lieux de médiation numérique. C'est que, par exemple, à Pop School, c'est 2 promotions de 25 par an. Donc, ça ne fait jamais que 50 personnes formées. Donc, c'est certes pas énorme. Mais au-delà de ça, il y a pour retenir 25 personnes, souvent, il y a quasiment une centaine de personnes qui candidatent. Donc, déjà, ça fait des gens qui passent un peu dans le circuit. Et pour certains, le simple fait de candidater à un dispositif comme Pop School, ça fait un élément un déclic en fait et un déclencheur sur des questions par exemple, de reconnaissance d'une compétence. Il y a des gens qui sont en situation de décrochage scolaire, qui ont complètement intégré le fait qu'ils sont nuls, ils n'y arrivent pas, l'école c'est pas pour eux, apprendre c'est pas possible, etc. Et le process de candidature les amène à faire des exercices, quelque part un peu à s'auto-évaluer, etc. Et c'est déjà quelque chose. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même impact que des gens qui vont suivre 6 mois de formation,
mais ça joue quand même. Et ensuite, il y a aussi toute une logique de créer des zones de contact, des dispositifs comme ça avec son écosystème pour toucher des gens un peu indirectement, quoi. Et du coup, à chaque fois, je pense qu'il y a vraiment un niveau comme ça à deux impacts. Enfin, à deux niveaux. Mais tu as raison, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que, je m'excuse, mais il vient de corriger. On a une formation grande école du numérique qui s'est installée en face de la fabrique. Il y en a 3 qui ont ouvert à Sarcelles. Il y a une fabrique numérique de territoire à Garges-les-Gonesse. Ouais, voilà. Ça fait pas un écosystème, quoi. Ouais, en fait, mais c'est pas conscientisé. Enfin, c'est tache d'huile, mais ça fait tache d'huile, ouais, c'est ça. Mais aussi, il peut y avoir un effet de réorientation du jeune sur un projet. Ah bah du coup, l'offre s'est étoffée. Voilà. Mais c'est vrai que, comme j'étais un peu centré sur notre intervention, et là, non, c'est d'autres acteurs autour qui ont profité aussi un peu de cette dynamique, quoi. Parce que je trouve qu'il y a un point commun entre le côté remobilisation vers l'emploi et le côté inclusion numérique, c'est que une part des blocages, pas tout, hein, mais une part des blocages sont vraiment des questions de représentation. Donc, il y a vraiment, par exemple, des gens qui se disent ah, moi, le numérique, je suis nul, parce que globalement, c'est le message qu'on leur a vraiment fait passer, des fois de manière un peu violente. Et du coup, ils se mettent en situation d'incapacité à apprendre, à progresser, etc. Et le simple fait de les mettre dans une situation où il y a une petite expérience qui permet de sortir de ça, ça ne fait pas tout, mais ça lance une dynamique positive. Et je trouve que c'est un peu pareil sur la question de remobilisation. C'est le simple fait d'être reconnu dans ce qu'on est, dans son expérience, etc. Et il y a des gens qui disent bon, on vous a peut-être pas pris sur ce dispositif-là, mais en fait, voilà, vous avez des compétences super, vous pourriez aller ainsi que ça ou recandidater l'année prochaine. Pour une partie des gens, c'est déjà un déclic qui est important, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir dans les logiques de médiation aussi, c'est avoir des petits succès comme ça et c'est là quand des choses comme la fabrication numérique, vous avez tout à l'heure, ça peut être un bon support. C'est quelqu'un qui rentre en galérant sur les démarches administratives, qui rentre dans la médiation. Si en sortant, il a fait quelque chose pour la fabrication numérique, ça change forcément sa représentation de son rapport au numérique et de sa capacité à apprendre et de sa capacité à s'emparer de cet objet-là. C'est plus un objet extérieur un peu qui arrive sous l'angle de la contrainte, d'autant plus que beaucoup de questions de médiation numérique sont quand même exprimées sous forme de démarches administratives. Donc, personne n'a envie de faire des démarches administratives, quoi. On a besoin, mais on n'a pas envie, quoi. C'est une double contrainte, en fait, hein. Il faut faire du numérique et puis il faut en faire sur l'administratif. Mais quand on ressort d'une expérience dans un lieu de médiation, en disant bah oui, ça peut être en fait sur des sujets plus sympas, et bien finalement j'ai réussi à le faire, quoi. Ça fait une petite victoire qui est un élément, encore une fois, hein, c'est pas, ça résume pas du tout un parcours de montée en compétences numériques, mais ça peut être un petit élément intéressant. C'est intéressant des dispositifs comme ça qui créent ce type de situation. Ouais, je voulais enrichir ce que tu disais, Emmanuel. Je voulais rebondir parce que du coup, j'ai accueilli pas mal de jeunes des missions locales aussi parce que je gérais un temps donné le Fab Lab de Saint-Omer à la station. J'ai assuré la préfiguration du projet. Et aussi, pour renforcer ce que tu disais, non seulement il y a une croyance de « je suis nul en informatique ou en numérique », mais il y a surtout la croyance de « je suis nul ». C'est-à-dire qu'on accueille quand même beaucoup de jeunes qui sont écorchés, qui sont abîmés. Et je crois que, moi, la manière dont je voyais aussi les choses à ce moment-là, c'est que je voyais aussi le Fab Lab comme un outil, un espace de reprise de confiance, un gros travail sur l'estime de soi. Et alors, du coup, là, chez vous, à Gonesse, il y a aussi cette notion de, clairement, en plus, derrière, il y a de la production, enfin, il se passe quelque chose de tangible. Non, mais l'idée, c'est que ce « je suis nul », il est lié à un miroir sur soi, mais il est aussi lié à un truc objectif qui est une image des quartiers, une image de ces milieux sociaux, une image de ce profil de personne, le jeune de quartier, on va dire. Et donc, le seul truc, c'est que nous, on a traité les deux en même temps. On s'est dit, il faut qu'eux puissent reprendre confiance en eux, mais il faut qu'ils puissent reprendre confiance en eux à travers de vraies réussites, réaliser des vrais trucs, et que ça retourne aussi la tête de tout le monde dans le périmètre autour, quoi. Il faut que ce soit objectif, en fait. Et aussi, c'est que derrière, l'étape d'après, c'est que ce soit des vrais espaces aussi de réalisation personnelle. C'est-à-dire que là, on produit quelque chose qu'on répond à une commande, mais est-ce que demain, je suis en mesure de répondre, de faire quelque chose pour moi et du coup, de créer mon propre projet aussi. Il y a ça, je trouvais qui était intéressant. Moi, j'ai accueilli des jeunes qui me disaient,
ouais, moi je dois être photographe, mais on m'a dit que je gagnerais jamais ma vie, donc on m'a dit d'arrêter de croire que je pourrais vivre de la photo. Et en fait, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait aussi tout ça qui était un peu abîmé et que c'était aussi des espaces pour redonner confiance. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Ça malheureusement, pour être prof, j'ai été prof d'histoire géo et maintenant je suis maître de conférence en géographie à l'université et je travaille sur toutes ces questions-là. Mais j'ai aussi entendu ça quand j'étais jeune. Ah oui, mais il n'y a pas de place. Ah oui, mais c'est pas possible. Ah oui, mais c'est trop difficile. Et j'en veux énormément. Alors que je suis dans le système à l'éducation nationale ou je ne sais pas, à ces représentations qui font qu'on ne pousse pas. Alors j'ai des premières de classe. J'étais première de classe et j'ai entendu ça, vous imaginez. Donc, il se passe quelque chose. Pourquoi est-ce que les enseignants, d'où ça vient, les enseignants n'encouragent pas les enfants, y compris quand ils sont bons, en leur disant petite ville, oui, famille, enfin, famille d'ouvriers, etc. Bah oui, mais tu comprends, c'est compliqué. Ah bah oui. Et c'est pour tout le monde. Alors vous imaginez pour les jeunes que vous croisez. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. C'est important de la question de la forme des lieux de médiation numérique, d'où l'importance d'avoir des lieux qui permettent la montée en compétences et qui permettent d'autant plus qu'ils ne ressemblent pas aux lieux classiques d'enseignement. On a cru bien faire au début de la médiation numérique en faisant des salles informatiques. On s'est dit, wow, c'est classe et tout, il y a des beaux écrans, du beau matériel, etc. Ça va être valorisant pour les gens qui vont venir. Bon, ça a peut-être été valorisant pour une partie d'entre eux, mais pour plein d'entre eux, ça a été plutôt anxiogène. On retrouve une forme une salle de cours. Il y a un médiateur qui est plutôt en posture de sachant et de prof. Alors, on a recréé en fait des cadres pour dispenser du savoir qui étaient calqués en fait sur notre cadre par défaut qui est l'école, etc. Oui, des formes d'apprentissage descendantes. C'est ça, c'est complètement descendant. Et c'est là que l'apport des tiers-lieux dans la médiation numérique il est fondamental, c'est que ça donne un cadre de référence, un horizon complètement différent. Avant l'arrivée des tiers-lieux, le modèle quasiment unique du lieu de médiation, c'était ça. C'était une salle informatique, en gros, et c'était tout sur l'ordinateur. Et les tiers-lieux sont des lieux où on a beaucoup moins cette... Voilà, c'est une forme de lieu un peu innovante, nouvelle. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de représentation associée à ça. C'est un lieu où on peut arriver un peu comme on est, on peut y trouver quelque chose pour soi, etc. Et donc, imaginez la médiation numérique dans ce type de lieu-là, c'est intéressant. Et ça peut faire changer, du coup, par inspiration, par transposition un peu de la logique des tiers-lieux, ça peut faire changer les lieux de médiation sans qu'ils viennent tous forcément tiers-lieux. Alors, Christine, sur votre sujet sur l'école, juste dedans, quand même, je vous invite à regarder sur Google « Raccroché par les médias ». On a fait réaliser avec du numérique un audit sur le décrochage scolaire dans un collège réalisé par les décrocheurs. Et ça a bien marché aussi. Et dans le même collège, on a fait le règlement intérieur, comme on vous le dit. Vous tapez ça sur Google. On a fait réécrire le règlement intérieur qui était quand même mal foutu par les élèves aussi. Et il a été validé comme le vrai règlement de l'établissement. Pour moi, ce qui change dans les formes d'apprentissage, là, Sébastien m'a dit qu'on allait être obligé d'arrêter, mais ce qui change dans la forme d'apprentissage et qui vient des Fab Labs, à mon avis, et qui diffuse au sein des tiers-lieux, c'est le fait de documenter ce que chacun réalise, d'inciter à créer des échanges et de considérer que chaque personne qui passe la porte, elle sait forcément faire quelque chose qu'elle va pouvoir transmettre et partager. Et cette documentation partagée, le fait que ce soit libre et appropriable par d'autres, c'est ça qui va permettre aussi des échanges de compétences, des échanges de savoir-faire. Et dans un Fab Lab, un bidouilleur et un ingénieur peuvent discuter à part égale sans pour autant se sentir dévalorisés. Et c'est ça qui change complètement, qui casse le côté descendant et qui doit normalement permettre, et c'est un peu théorique, c'est vrai, ça demande toujours à être réinvesti, retravaillé, à être dépassé, mais néanmoins, c'est ça qu'on essaie d'infuser. Pour autant, ça ne fait pas encore des Fab Labs les meilleurs acteurs de l'insertion pour autant. Mais néanmoins, c'est ça qui fait le côté innovant. Tu voulais prendre la parole et c'est peut-être la dernière. La dernière, on y aille. Juste une question sur vos deux expériences. Vous avez des échanges avec les lycées techniques, tout simplement. Savoir Moi, très peu. Très peu, il n'y a pas de pont qui se sont très peu, mais c'est par manque de temps et par manque d'interconnaissance. Si, c'est une partie prenante comme une autre. On a été amené à faire
des tutoriels pour l'utilisation de l'ENT dans le lycée technique qui a été fait par les élèves du lycée technique avec l'accompagnement technique des apprenants de la famille. Enfin, des choses comme ça, on a fait des actions. Ben là, il se trouve qu'on a choisi la vidéo, mais avant ça, il a fallu quand même faire des tutoriels. Donc, je veux dire, il y avait de la didactique dedans. Mais la vidéo, c'était juste le produit de sortie, mais voilà. Ben, en fait, le principe, c'était que déjà par écrit sur les carnets de liaison, il y avait 50% des parents qui n'étaient pas en capacité de remplir le carnet de liaison. Donc, sur le NT, c'était un enjeu, quoi. Et donc, voilà. Mais il n'y a aucun échange avec le corps enseignant sur par exemple, les process de création d'objets. Si, des échanges. Ah bah, des échanges, si, puisque là, c'est une opération qui a été prise en charge en complicité avec un enseignant, le directeur d'établissement, machin et tout. Mais non, mais des échanges, en fait. Enfin bon, je ne suis pas très bien placé pour parler de ça. Moi, je suis un démissionnaire de l'éducation nationale. On va s'arrêter. Merci aux personnes qui nous ont suivis en visio. Merci Christine. J'ai juste une demande. J'aurais bien aimé avoir les coordonnées des personnes donc de Gonesse, la machinerie et de Saint-Omer pour pouvoir. Ouais, je t'envoie ça, Christine. Merci beaucoup. En charge. Merci à tout le monde et je laisse Sébastien. Alors, on vous attend dans la grande salle en bas pour une surprise. Réservé à ceux qui ont bougé. On va faire une grande photo. Montrer que Alors, attendez, le de sel, mais c'est pas encore ça. Vous m'entendez, Christine?